Oui, c'est bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un stream nocturne comme ça. Oh là là, genre c'est fou. Non, non, alors, en plus de base, je voulais même pas forcément parler de Val parce qu'on a annoncé son recrutement aujourd'hui. Euh, mais grosso modo, j'ai fini le taf il y a genre une petite heure, tu vois. Et l'idée, en fait, c'est juste que j'ai pas stream la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, j'ai passé ma semaine avec 42 fièvres. Vous l'avez peut-être vu pendant le. Putain, pendant le stream qu'on a fait avec Pierrot, où vraiment j'étais détruit. Et grosso modo, là, j'ai fait vas-y. Et grosso modo, là, je me suis dit, vas-y, je vais faire un petit stream. J'avais envie d'un truc un peu chill. Genre, on fait un peu de React YouTube, on papote un peu de la vie, on met à jour Athéna. Je voulais faire le planning aussi, pendant qu'on papotait un peu de tout et de rien. Et, euh, et voilà. T'as le droit de te reposer aussi, hein. Ouais, je me suis reposé la semaine dernière, j'ai essayé de bosser un peu. Là, tu vois, je sais que j'ai le stream à faire. Après le stream, j'ai la profile de Valentin à monter, parce que je l'ai reçu, d'ailleurs, je l'ai pas téléchargé. Je vais faire ça maintenant, parce que sinon je vais oublier. Euh, j'ai reçu la profile de Valentin pendant que j'étais au taf. Et donc, du coup, on m'a envoyé la miniature, donc j'ai vraiment plus qu'à la monter en speed. Donc ça prendra pas extrêmement longtemps. Mais, euh, mais ouais, c'est des petits trucs qui sont à faire. Et en fait, là, tu vois, ce soir, ça me faisait chier de bosser tout seul. Dans le sens où, la plupart du temps, quand je fais des sessions nocturnes comme ça, genre quand je bosse le tard soir, que ce soit sur. Elle est tombée cette conne. Que ce soit sur Athéna ou sur l'équipe, très souvent il y a quelqu'un qui traîne sur les Discord ou une connerie du genre. Là j'ai vu personne, j'ai fait vas-y, je vais lancer un stream, on va papoter avec les gens. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas papoté avec vous, donc c'est pas plus mal. Et je sais pas si ça vous chauffe, mais bosser un petit peu et papoter. Alors je sais que on est lundi soir, que devant la plupart d'entre vous bossez ou avez peut-être des trucs à faire. Mais si vous voulez qu'on se pose et qu'on papote de tout et de rien, bah, c'est à peu près ce qui va se passer ce soir. On pense quoi, toi? Hein? Petit chat là. Bah oui. Tu veux que je vienne te parler de la métaille au guillon un coup? Non, c'est bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Allez, un peu de place, que je puisse travailler. Hein. Gros fait l'idée, va. Voilà. Enfin bref, voilà à peu près pour les news. C'est vrai qu'on n'a pas refait non plus de stream depuis qu'on a gagné ce troisième OICS. Mais voilà. Non mais, désolé chef, je vais pas vous accompagner longtemps, je vais aller vite dodo moi. Non mais t'inquiète, y a pas de souci. Genre, y a pas de problème, on peut te laisser aller dormir en paix. Euh, alors, je voulais faire le planning de la semaine, mais je vois que madame a pas mis ses heures de taf. Parce qu'en gros, elle a un petit tableau là sur la gauche où elle écrit toutes ses heures de taf. Et donc, du coup, je peux caler mes heures de stream pendant qu'elle elle est pas là. Et du coup, ça permet pas mal de choses. Ok. Alors, moi, ce que je vous propose, les refs, c'est que on va commencer par petite mise à jour d'Athéna. Parce que pour le coup, j'ai mis Rouen dessus. J'ai pas refait un tour au niveau des deck profiles qu'il y a habituellement simplement sur le site. Donc j'ai pas mal de deck profiles à rattraper de Bologne, notamment. Ça permettra de faire un tour en plus sur putain, je vais y arriver. Ça permettra de faire un tour en plus sur ce petit YCS Bologne, parce qu'on n'est pas revenu dessus depuis enfin, depuis que ça s'est fait. Euh, mais voilà. Ok.
Alors, on va commencer avec le WSQ Rouen parce que ça va pas mettre trop de temps à gérer, je pense. Parce que je pense qu'il n'y a aucune profile qui est sortie pour l'instant. Genre, des profiles à J+1, il y en a très peu. Euh, Hop là. Tac. WSQ Rouen. Mais je crois qu'il n'y a pas de. Putain, on trouve des trucs de fou, genre Vlog Rouen Louvier. Ah si, on a déjà le. Putain, la profile de Kevin Sénéchal qui est tombée. Hmm. Il y a la profile de Monsieur Tan aussi qui est sortie. Hmm. Si jamais vous avez croisé putain, des deck profiles de Rouen, n'hésitez pas à les balancer dans le chat, les refs. Ok, alors. Menu patron, des bisous et à plus tard dans la semaine pour les prochains streams. Ouais, il y aura des streams très probablement demain soir. Demain soir sûrement. Mercredi sûr, jeudi sûr. Vendredi si je peux on en fera un aussi. De toute façon je ferai le planning là dans les prochains jours. Donc ça devrait pas tarder à tomber. Checkez de toute façon sur le Discord, vous aurez un petit ping dans tous les cas. Ok. Alors, comment vous voulez qu'on fasse au niveau du visuel? Est-ce que je vous laisse ma vieille cam ou est-ce que... parce qu'en fait, ça me fait chier de vous... Je vous le dis tout de suite, je veux pas vous partager la BD d'Athéna parce que c'est pas agréable de voir juste des chiffres. L'idée que j'avais, c'était genre, on se fait un petit débat et en parallèle, moi, je remplis tout ça et je vous montre au fur et à mesure les remplissages. Et si vous avez des petites anecdotes ou des conneries, on en parle ensemble. Est-ce que ça vous chauffe? Go. Et bah c'est parti. Tac, 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 tac. Parce que pour le coup, Athéna, en gros, comment que je vous explique un petit peu le délire. Comment ça fonctionne? Là, je dois retrouver le code qui est attribué au WCQ et ensuite ça marche qu'avec des chiffres. C'est un peu particulier à prendre en main dans le sens où moi je suis pas développeur de base. Et, euh, et je vous jure, c'est pas complexe de fou, mais genre le temps de comprendre, tu fais des conneries. Tu fais des conneries de fou. Et des fois, Léo, il est là, il est là. Oh, c'est pas dur pourtant. Dégénéré. Donc là, on veut le 39. Copy, paste. Du coup, on a dit 39. Ok. Tac. Faire ça, comme ça, je vous garde à côté de moi. Touc. Bon, qu'est-ce que vous en avez passé de ce YCS Bologne, les refs? Est-ce que vous avez trouvé le résultat des Français overall bon ou pour vous c'était une catastrophe? J'ai pu regarder, j'étais en famille. En vrai, je sais pas. J'ai pas pu regarder la qualité des rounds qui ont été proposés par Bologne. Euh, J'espère que c'était pas non plus si dégueulasse que ça. Je sais pas s'il y a eu déjà quelques reviews qui ont été faites de.
de l'event. D'ailleurs, pour ceux qui veulent une petite anecdote marrante, euh, il y a un easter egg sur Rouen vis-à-vis de Monsieur Edouard Tan, si certains l'ont trouvé ou pas. Mais tac. Tous les decks de Edouard Tan ils sont rangés dans le kebab. je vous le dis. Ils sont tous rangés là-dedans. Et il y aura pas autre chose. Genre vraiment, c'est. Quand il m'envoie le nom de ses decks, le seul à avoir ce droit. Non mais. Genre. Alors, j'ai reçu du coup, le report de Rouen. Et la personne qui m'a envoyé ce report, je vais vous lire ce qu'elle a mis pour Edouard. Un kebab bizarre à 60 avec genre 5 archétypes. J'ai fait ouais, donc c'est son Snake Eyes, Yumi, Finn Smith, Mabité. Ça me fume. Genre vraiment, Edouard il me fume. C'est le seul à pouvoir piloter son deck de con en plus. Hein. Mais plutôt cool. Là j'étais content de voir un petit Ben Abbas Walid topé. Je suis vraiment content pour lui. Pour le coup, Walid c'est vraiment mon gars. Et voilà, et on a les profils qui apparaissent. Mon travail fonctionne, youpi. Je top avec un deck what the fuck, je veux juste lui prendre une place dans un kebab. En vrai, go, hein. Go, mais ça risque d'être un petit peu tendu. Ah, d'ailleurs, c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que j'ai toujours pas mis Monsieur Bourdon. Je l'ai toujours pas rajouté dans l'équipe. Euh... Hop là, player. Parce que pour le coup, ce serait dommage de l'avoir annoncé et au final de pas le mettre dans l'équipe. Tac. Et là, normalement, c'est magique. Je casse plus qu'en WCQ, hors YCS. Je Judge, ça occupe plus. Mais en vrai, je pense que Judge, c'est un vrai bon plan. Je pense que c'est vraiment un vrai bon plan de Judge. Ah, on vient de passer les 1500 points. Genre, par contre, bon, je suis pas trop vantard vis-à-vis des résultats de l'équipe, mais 1500 points, quoi. Genre, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de baiser. Genre, je vais pas vous mentir, au début de la saison, je me suis dit, ça va être tendu de refaire une saison aussi bonne que ce qu'on a fait l'année dernière. Et là, les gars, ils sont dans une forme. C'est un truc de fou. Genre, ils sont tous trop chauds. Ils sont vraiment tous trop chauds. Même le BCP Snow vous rattraperez pas. Ouais, et en plus de ça, on leur mettrait genre 400 points, quoi. Attends. Quick math. 700, 700, 1002. Ouais, 300 points, quoi. Mais, mais pour le coup, c'est vrai qu'on bosse de fou et que les gars, ils envoient. On a certains gars avec qui c'est compliqué humainement, mais genre sur les scores où en ce moment on les pousse un petit peu au cul parce que bah voilà, l'équipe elle est faite pour top et que bon bah pour certains ça fait un moment qu'on n'a pas vu un résultat. Et c'est vrai que bon, pour le coup dans la race ça pardonne pas trop ça. Enfin, ça pardonne pas trop. C'est pas genre tu topes pas les 3 WCQ dans lesquels t'as été, tu te fais virer, non, c'est pas comme ça, tu vois. Mais genre sur des périodes où ça fait 6-9 mois où t'as pas top, bon bah t'as un capitaine qui te vient sur la gueule quoi. Et ça c'est un poil complexe. Ok. Je sais pas si ouais voilà. J'allais dire s'il y a d'autres decklists de Rouen et oui.
Attends, il a spawn de nulle part le gars derrière la chaîne Inside Man Yu-Gi-Oh! Mais pour le coup, c'est très cool d'avoir une chaîne, on va dire, généraliste au niveau des. Merde. Au niveau des profiles. Parce que pour le coup, c'est un truc qu'on voit plus trop. Qu'on voit plus trop au niveau de la scène française. Et à l'époque, ça avait été fait par un gars qui s'appelle Valkyrie 7. Philippe Lefebvre, si je dis pas de bêtises. Et c'est dommage que ça se soit perdu ce petit truc là, parce que c'était cool. Ça dépend des mains des personnes chanceuses. Ouais, mais ça fait pas tout. Comment il va, Monsieur Tan? Monsieur Tan, je sais pas si t'as vu, mais t'as une exclusivité sur Athéna, hein. Hop. Débélébélép. Et de mémoire. Euh... Garand, il a fait 7ème. 2036. Genre, il y a quoi, s'il te plaît? T'as vu ma profile? J'ai pas vu ta profile. Je l'ai mise sur le site, mais je l'ai pas vu. J'ai fait un truc pour toi maintenant. Parce qu'en gros, quand je vois que tu topes, ton deck est rangé dans kebab. Voilà. Tu es le seul du site à avoir ce droit. Sache-le. Donc, du coup, tous tes decks seront rangés dans kebab. Je t'aime, c'est trop cool. Ah bah, y'a pas de quoi. Y'a pas de quoi, y'a pas de quoi. Mais ta profile, pour le coup, elle est là. Elle a été mise là. Bon. Mais, euh, mais ouais, c'est plutôt cool d'avoir une chaîne un peu généraliste comme ça. Bon, Edouard, par contre, vraie question. C'est quand que la NSE, elle revient sur le devant de la scène ou Par contre, pourquoi t'es pas encore dans... Il y a un problème, là. Ah, mais c'est ton putain d'accent de merde à tous les coups. Parce que t'es là, toi, si j'ai pas de bêtises. Ouais, t'es ici. Euh... Alors, changeons ça. Changeons ça, changeons ça, changeons ça. Euh... Non, j'ai trop players d'ouvert, c'est infernal. Ça, je vais le garder. Ok. La NSE. Elle est où? La NSE, elle est techniquement pas super loin. NSE. C'est un 9. Par exemple, dans lequel j'ai une wins. C'est implosé là. J'en ai ouvert des mains qui version ininterrupte. Mais pour le coup, si t'as ce problème, c'est que ton deck, il doit avoir un problème de construction où vraiment t'es le mec le moins chanceux du monde, tu vois. Alors, ça, c'est les résultats. Et moi, je veux les players. Et on a dit qu'on cherchait le 9. Ça, je peux fermer. Ça, je peux fermer. Ça, je peux fermer. Ça, je peux fermer. Je joue une Mitsu pour info, donc je suis censé pouvoir jouer un minima. T'es censé pouvoir jouer un minima, effectivement. Et donc, du coup, on cherche Monsieur Tan. On cherche un Monsieur Tan. Doit pas être si loin que ça, toi.
Dan-Edouard, vous êtes juste là. Résultat. Tac. Il a fini 6ème. Juste là, ici, et on a dit 133. Tac. Tac. Public player. Et là. Boum. Et là, normalement, Edouard, c'est magique. Il va passer de 8 à premier de la NSE. Voilà, c'est magique. Je suis fort en blind test. Pourquoi t'es fort en blind test? J'ai dit quoi encore? Donc oui, du coup, je disais, Edouard, quand est-ce qu'on revoit la NSE ou la Trading Card XXX avoir une structure forte, un peu? Hop là. Euh... On tape fort pour ça. Sur la nouvelle main, ce sera mieux, je pense. Mais c'est un problème de quoi? C'est un problème d'activité dans l'équipe ou c'est un problème de niveau général? À quand la chaîne stream de la NSA? Pour le coup, ils ont déjà une chaîne de. De mémoire, ils ont déjà une chaîne de stream la NSA en plus. Ah, j'ai rien dit. Il me semblait qu'elle existait pourtant la chaîne Twitter de la chaîne Twitch de la NSA. Mais en vrai, j'espère sincèrement qu'il y aura un boost qui sera mis autour des équipes à un moment donné. Ou genre que les équipes vont réussir à passer un peu la seconde. Parce que je. Ok, on est quoi? On est 10 là. Je vais vous dire un petit truc, les refs. Bon, les joueurs de l'équipe sont au courant déjà, donc je vais vous en parler. Mais quand ça sera fait à 100%, je vous le dirai officiellement. Mais là, techniquement, je suis en train de voir, mais on devrait pouvoir envoyer une équipe à Vegas pour le 3v3, tout frais payé pour les joueurs. Voilà. Et c'est la structure qui paye. Donc je vous avoue, on est encore en train de passer une étape là au niveau de la l'ARES, qui est plutôt cool. Il me reste encore quelques trucs à valider. Mais normalement, ça devrait être fait à genre 80-90%. Donc, donc ouais, je suis genre giga content de ça. Parce que tu vois, j'avais un peu peur en droppant un peu, on va dire, la casquette de joueur et en étant plus trop actif à ce niveau-là, de devenir un peu un poids au niveau de l'équipe. Et au final, ça a peut-être été une des meilleures choses à faire, même si c'est super compliqué du coup de voir l'impact de ce qui est fait de mon côté pour les joueurs. Euh, mais là, pour le coup, quand ce projet-là, euh, même sur ce projet-là, quand j'ai vu que ça pouvait se faire, si ça va jusqu'au bout, honnêtement, je serai. Ça sera ma petite victoire YCS à moi. Ce sera ma petite victoire YCS à moi. Donc plutôt cool. Dit-il. Il a carrément, même en double sécu, il est fort. Oh, fort, c'est vite dit. Genre, fort en double sécu, c'est vite dit. Mais on se défend un peu. Mais ouais, là on va voir grosso modo comment ça va se goupiller au niveau de Vegas. Mais
Mais je pense que ça devrait bien se passer. J'attends juste une confirmation parce que bah, forcément, ça se fait en partenariat avec la DAC. Mais je pense que c'est bien parti pour se faire. Et si, on va dire, le plan que j'ai sur... Parce qu'en gros, il me manque quelques centaines d'euros là pour financer à 100%. Mais même si la solution que j'ai actuellement ne se fait pas, j'ai déjà un plan B qui devrait pouvoir se faire et on verra. Mais techniquement, ça doit pouvoir se faire. Je te vois jouer, Trust, tu es grave fort. Non. C'est gentil, hein. Mais pour le coup, il y a des vraies lacunes chez le joueur. Mais là, cette semaine, on va recommencer un arc avec vous sur la chaîne. On va refaire ce qu'on avait fait pour le CDF, sur de la préparation d'event. En mode, on décortiquera un peu toutes les nouveautés qui vont arriver sur les prochains mois. Et, et on va expliquer ce que font les archétypes, comment les contrer, comment jouer l'archétype, parce que du coup, j'essaierai de jouer tous les decks et de vous montrer au mieux comment ça fonctionne. Arc WCQ quand je sais pas si on va faire un arc pour le WCQ quand. Ce qui est à peu près sûr, par contre, c'est que je vais m'entraîner pour le WCQ quand. Parce que pour le coup, j'aimerais bien aller chercher un top. Ça fait longtemps que j'ai pas fait et que j'ai pas fait un top, en fait. Parce que le dernier top que j'ai fait, il date de quand? Attendez. Sûr, il a plus d'un an. Sûr, il a plus d'un an. Ah, il est là. C'était Rouen. C'était Rouen. Janvier 2024. Donc ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans que j'ai pas lâché un top. Ah, attendez. Non, je dis de la merde parce qu'il y a les DAC Tournament. Bon, on va dire en tournoi officiel. Ça fait réellement 2 ans que j'ai pas top. Et pour le coup, j'avais top le DAC. Je sais plus lequel. De toute façon, j'en ai top 2 de suite et j'ai pas fait les autres. Pas souvent, mais toujours cool de le croiser. Je sais pas si Dodo sera là. J'ai fait un appel dans l'équipe pour savoir qui était au WCQ quand. Il y aura peut-être Arthur avec moi, mais il y a de grandes chances que je sois solo. Yo, ma faute préférée, ça fait un bail. Comment il va, Tian? Pas fait les autres pour leur laisser une chance. euh... Voilà. Sur moi, je serai là à quand. Est-ce qu'il y aura d'autres gens de l'équipe? Je sais pas. Sûrement Arthur. Il cherchait une voiture pour y aller. Mais, mais je sais pas. Mais personnellement, ça me ferait plaisir d'essayer d'aller récupérer un petit top WCQ parce que ça fait longtemps. Même si c'est un petit, parce que là, je pense que quand on va pas être giga nombreux, ça va pas aussi bien que ta team, apparemment. Ça bosse. Ça bosse un peu. Je crois qu'on a fait le tour pour le WCQ Rouen, du coup. Je- Si on est 60, quand c'est good. Même à 100, je vous avoue, à 100, je suis relativement serein. Genre, bon, je crois qu'il n'y aura pas d'autre chose. Je crois qu'il n'y aura pas d'autre chose. Euh... Dégoûté que t'aies pas vu la profile. Allez, faisons plaisir à Monsieur Tan. On va faire plaisir à Monsieur Tan. Bonjour à tous les amis, c'est ISK. On se retrouve aujourd'hui avec les grands monsieur de la team Trading. Mais c'est qui ISK, mon petit Edouard? Parce que pour le coup, je le connais pas du tout, ce monsieur.
Mais je le répète, si la team avait un chef compétent, la finale, c'est Mathieu et Pierre. Oui, allez, tout de suite. Alors, fun fact, je- vous savez que ça a beaucoup été dit. Il y a eu que 2 FR en top. Bon, il y en a un qui a gagné, mais il y a eu que 2 FR en top. Sachez que le 66e, c'est un gars de chez nous. Et c'est un gars qui est amoureux de la bulle. Monsieur Guillaume Peria, qui fait 66e. Genre, il était dégoûté. C'est un parisien qui s'appelle Iskander. Ah, ok, c'est le gars de la OG Snow, du coup. Je vois. Bah, Vincent. Bah, Vincent. Bonsoir. Cartes, notamment avec monsieur Edouard Tan, Leroy, JB et Maxence Tan, pour saluer l'incroyable performance d'Edouard qui a fini à la 6ème place au WCQ Barentin qui a réuni plus de 150 joueurs. Et c'est Edouard. Juste avant de te passer un mot et de commencer la profile, un grand merci à l'association TCG76 et la boutique Konabakart pour l'organisation. Je vous mettrai leur réseau dans la description, donc pour tous les joueurs du Nord, n'hésitez pas. C'est une association près de Rouen. Donc, De toute façon, comme il Edouard, je te passe la main, comment ça va? Qu'est-ce que t'as joué? C'est à toi. Ça va, C'est un bon jeu. Je joue Yumimitsu Main China. Alors, c'est un bon jeu, puis à un moment donné, tu débloques Avada Kedavra, et le jeu, il devient chiant. J'y crois. On y croit, on est avec toi, Vincent. On va se retrouver, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez. L'engine? Ouais, très simplement, très rapidement, les 3 marshmallows classiques, les 3 cupsy, les 3 cookies, les 3 lollipops. On joue tout x3. 2x3, ok. On veut maximiser l'engine. C'est ça, on va maximiser l'ennemi Yumi, on verra pourquoi c'est important plus tard. Parce qu'il y a de la place. Il y a de la place, ouais, il y a de la place, mais tu sais, même trip dans sa version source, tu jouais pas forcément tous les 3 names, donc là, c'est vraiment un choix qui a été fait pour une raison très particulière. Voilà. Ensuite, les petites briques de Yumi. Ah, on joue quand même à croquer? On joue à croquer parce qu'à 60, donc en vrai, la proba de la pêcher, elle est pas énorme. Et en fait, en deuxième, Ouais, chez Dorten, il joue des Exxoners qui font rien juste pour dire je spé. Bah toi avec lui, il est dans le chat actuellement. Bon frérot, t'as un nom pour stream à des heures pas ouf et moi je dois me coucher, donc bonne nuit à tous et à toutes. Allez, bonne nuit Tienne. Mais je vais stream à des heures plus normales cette semaine. Vous allez avoir le planning qui va pop demain normalement. c'est toujours le terrain qu'on opposé. Incroyable. La carte Autour est- de Nîmes, Ouais, c'est incroyable. ça joue autour de tout, vraiment, la carte est trop forte. Contre un côté, ça donne un meilleur match-up. Tu peux être une des macros gratuits. Ensuite, bah, les Mitsurugi, donc le Murakumo, le GOAT. On va voir gros package ou petit package? Les deux, un entre deux. Un entre deux? Ouais, 3 Bakiri, 1 Murakumo. Le Sagi. Et Kusanagi? le Kusanagi. Ah, j'aime bien. Pas Ramasa. Pas Ramasa, ok. C'est Ramasa, tu veux pas le nom. En fait, tu le nom, il s'est arrêté. Tu pas le mirage, il a rien. Vraiment, T'as perdu. Trop nul. en vrai. C'est bien parce qu'en vrai, ça te permet de recycler tes magies et pour le grind game, Ouais. je pense qu'il est Et bon. en fait, j'en ai besoin dans ma loupe aussi. En gros, dans ma loupe où je fais à Bakiri, le fait d'avoir Kusanagi dans mon deck, ça me donne et accès à Prios et accès à la trappe dans mon combo. Ok. Ensuite, du coup, pour aller avec les 3 prep et le petit Le petit cookie. Pas de cookie quand même à 60, non? non. En vrai, quand j'ai vu Samir le faire, j'ai été à 2 doigts de le faire. Mais en vrai, un c'est très bien. Ouais, Et, Turbo Synchro 12, et 3 tumeurs là. La rituelle et la petite trappe en bonus. Ça marche. Ensuite, très rapidement, une préparation d'élite. Au début, j'en voulais plus, mais il me fallait de la place pour une engine, donc je l'ai cut à une. C'est une target atroce maintenant. Et ensuite, les targets. Le petit package. Alors lui qui fait tout, hein. Lui il fait le café, c'est trop. Lui, Hein. il est trop fort aussi. Vraiment, il est fort. Lui qui va tuto elle, qui va tuto là, et tout ça donne combo lui. Ça c'est full hein. Ça c'est vraiment Non, full. ça, c'est combo lui. C'est explosion, hein. Ok. Et t'en bonnes 2, c'est broken aussi. Lui là, je fais le 2 dans le 3, mais j'ai pas la place. Et vraiment, t'en as 2, ça tuto à Bakiri, c'est trop fort. Et, Attends, enfin, target c'est une supplémentaire, trip on va jouer, tambouille pour l'instant. qui est hyper fort, qui synergise très bien avec ça, parce que lui récupère de magie rituel cimetière. Du coup, tu fais lui, tu casses le terrain et le truc que t'as récupéré gratos, tu draws 2, c'est le meilleur truc du monde. Putain, tu t'exprimes avec une aisance et une rapidité, on voit que tu maîtrises vraiment le deck à 100%. Hein. C'est Et fort. le Hein. bouffon équilibriste, Alors je me permets, excuse-moi. la carte elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait cet équilibriste? C'est un Yumi. Ah ça, ok. En gros, Ouais. si tu l'as en main et que tu contrôles pas d'autres bouffons équilibristes, tu peux le spé de la main en mode attaque. C'est gratuit. Voilà. Ok. C'est un 3, tu spé les 3 et voilà. C'est un niveau 1 et ciao. Spé, Linkuribo, spé le deuxième, le Cup Seaway, c'est part. Et il est vraiment cool. Surtout pour le match-up Yumi, en fait, ça te permet de faire une synchro avant de Crane Chain. Du coup, t'as beaucoup de spé. Je spé. Et du coup, tu fais une synchro avant de Crane Chain et là. C'est une là, tu tanbouille. commences. J'aime beaucoup Knight. Ensuite, des petits one-off, le one for one dans One le for deck. one qui- Voilà, c'est la consistance et plus. Un Stegaber, important, c'est pour ça qu'on joue à Kusanagi aussi. Et
Une carte normale. Nemesis Corridor. Bon, rien me choque, hein. Je me permets, excuse-moi. Incroyable rareté. Très très cool. Vraiment lui, il m'a fait plusieurs games aujourd'hui, c'est vraiment cool. Le fait de le hard draw c'était incroyable. Alors ensuite les free spots. 3 H. Il y a des free spots quand même? Ouais, ouais. C'est fort, hein. Combien? Je suis une vingtaine. Une vingtaine quand même, waouh, ok. 3 H. 3 fuveurs. 3 drôles. Le callback. 3 droplets. J'aime beaucoup. Ensuite 2 trusts au talent. Soit on pose à piège, soit TTT si actif, c'est ça? Ou il y a d'autres targets Ouais, potentiellement? bah, du coup, tu sais, toutes les magies elles sont en droit. La pré-prep, le one for one, tout est bien à tuto sur le truc. Et en fait, quand t'es premier, c'est souvent la trappe ou le blagot. Ah, il y a ok, le blagout. Ah oui, très bonne target du coup. Voilà. Et J'allais enfin, dire, il va y avoir un Colossus dans l'extra. Ah, Ça t'aide en mirror. t'as joué beaucoup de mirrors aujourd'hui? Non. Même sur les rituels, non? Potentiellement tu reborn un Murakumo. sur les Murakumo, Rituel, ciao. Bon, après tu le trigger du coup, mais. Tu vois trigger parce que en gros, lui, il fait pas le monstre que tu respectes, il a pas d'effet enfin, il a pas activé ses effets l'auto. Ah, donc même quand il est sacrifié pour tribute, il n'y a pas. Ok. Si. Ah, d'accord, ok. Mais gros, si le mec il fait présence pour respect et que tu chaînes target Murakumo, tu feras pas Raigeki. Inversini, hein, c'est Mais pas de monstre important, vraiment. Tu prendras pas Raigeki. Tu prendras pas Raigeki et toi t'as un body à cos pour un zombie vampire ou. Trop bien. Et il est hyper important pour des loops très spéciales pour pas prendre rôle. En gros, on dit qu'il peut pas activer ses effets, mais c'est juste pas negate. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu link off ton Herald Potuto à Bakiri, tu dis chaîne 1 Potuto, chaîne 2 target pour le respect. En réseau, bah, la floodgate reste même si tu peux pas. Activer ses effets. target. Ok, Du coup, ok. bah, en réseau, il y a macro et en réseau, tu prends pas de rôle. Waouh, c'est. Et voilà, c'est pour ça qu'on joue Edward ça. Tan Gaming, non, c'est fort. C'est, Non, c'est vraiment- moi je m'incline. Voilà, on passe avec ça. La MVP sur tous. Combien de paquets sleeves au passage? Oh, 2. Ah, deux, ok. L'MVP du deck. Celle-là? Non, l'MVP du deck, laisse-moi de la retrouver. En vrai, honnêtement, ce qui a fait gagner le plus de games aujourd'hui, il y a un monde terrible. Ah, ok. En fait, je l'ai redrop beaucoup aujourd'hui, mais ça m'a beaucoup servi. En fait, Tu peux rappeler ce qu'elle fait pour les néophytes? Alors en gros, tu peux cibler un monstre banni, tu remélanges dans le deck ou extra deck, tu l'aspect, et ensuite derrière tu peux faire des trucs assez marrants avec. Tu peux tuto un Nemesis, je crois. Ouais, tu peux Nemesis. Non, ça récupère un Nemesis banni, pardon. Tu peux pas tuto, mais bon. Il était vraiment excellent. Petit extra deck du coup. Allez, Alors le Chat. Snatchy et le Snatchy. On joue que deux? Ouais, Ok. pas de troisième. Parce qu'en fait on a. Il y a Link Spider? Link Horibo? Link Ok. Horibo, il est trop fort. Oh, Link Horibo. Ah, Il est débile. Honnêtement, pourquoi il est revenu, je ne sais pas. La meilleure lire 1 du deck, honnêtement, elle fait beaucoup trop de trucs. Elle est trop bien. Et c'est pour ça qu'elle marche bien avec elle aussi. J'ai monté des games avec ça. C'est trop bien. C'est les nerfs et la fatigue. Ensuite, les 3 demi. Classique. Je joue quand même les 3, ok. Ensuite, les moyens de climb. On a le Star Hum qui est hyper important. t'as tout ou pas? Je vais voir Shamsara, je vais voir. Ouh, Cupid Peach. Moi je connais pas, qu'est-ce que c'est? Alors en gros, c'est une 5-4. Lorsqu'elle est invoquée par 5 tu peux moduler son niveau du tuner que tu as utilisé. Bah, souvent ça va être de 2, du coup soit elle fait plus de niveau et de niveau 6, soit elle fait moins de 2 et elle devient niveau 8. Ok. Et quand elle est utilisée comme métal synchro, tu vas burn du niveau. Non, mais je me dis du truc que qu'avec t'as sa invoqué tambouille, fois peut-être 100, il en joue pas et 3, tu vois. monstre à 600 de défense. Me dis pas que t'as déjà tué quelqu'un avec ça? Non, mais Ok. bon, ça va tutoler. Waouh, ok. Voilà, c'est l'intérêt. Et tuto lui, c'est trop bien. Et ensuite, le petit Ral, classique, la star du deck. Pas de Shamsara, pas de Metal Marcher? Non, pas de métamorphose, ça sera. Et le GOAT. Là, je me disais bien, s'il y a ça, c'est qu'il va y avoir une Et- petite surprise. Hein. Voilà, en Mec, fait, il faut même une avec ça, synchro tu sur mets laquelle toujours les tu trois. climbes, et c'est Curse Angel le plus simple à faire. J'ai gagné une game contre Akotel où j'avais rien. J'avais juste de quoi faire un Curse Angel en mode défense. Et c'était suffisant? Bah, j'ai attendu 5 tours et dès que j'avais 5 cartes en main, je l'ai fumé. Et il pouvait pas le passer en fait, donc voilà, j'ai fait juste attendre. Tu l'as résolu beaucoup de fois aujourd'hui le. Curse Angel Ouais. Je l'ai fait une fois sur le tour adverse et 2 fois à la main. Ok. Parce que tu peux aller sur le tour adverse, c'est marrant. Et enfin, les trucs cool, la SP, Classique. voilà, c'est fort. La one chip pour One bridge. Pour tuto du coup Le ton. Birch, et ça tombe bridge de Mitsu vers Yumi du coup. Et comme ça on joue pas à zombie vampire et ça garantit ton bridge à 100%. Combien de fois t'as réussi à mettre de niveau 4 du coup sur le tournoi Ah franchement? bah Kiri ça fait de niveau 4. Ah parce que tu joues Kusa et Ouais, ouais, Kusa Prayer, ça dit. Ok, Exactement. Et très du coup clair. c'est de niveau 4 et ça va toujours récupérer tes Mitsu, tes Yumi. Pas besoin de faire un zombie vampire pour me et pour. Est-ce que les gens étaient effrayés quand t'as fait ça ou. Non, en vrai, j'étais en mode bon. Non, les gens étaient effrayés quand il y a le gros dragon violet là qui arrive derrière. Normalement ils peuvent pas activer donc ils avaient déjà le seum en fait, ils avaient flemme tu vois. Enfin, Le crochet. le deuxième MVP du deck. La crochet c'est trop important dans cette version du deck parce qu'en fait ça te crée un board vraiment impassable.
Et pour aller crochet, il faut bien une fusion. Et Ouh. un Colossus. Qui est simple à faire parce que on joue- Non, c'est trop. Tu l'as invoqué de nombreuses fois. Bien sûr, parce que Ah. ça l'invoque en fait. C'est trop. Oui, vraiment, je comprends vraiment JB qui en a marre de playtest. Ça hein, l'invoque. vraiment, c'est trop. Ça l'invoque. Et en gros, ce qui est très marrant, c'est que le endboard ininterrompu, il finit sur ça. Il doit être terrifiant, endboard. Hein. Il est terrifiant. On se reverra pour une loupe, Edouard. Je pense qu'il y a plein de. Déjà, c'est trop déjà. Ça, c'est le endboard. Avec Prayers de 7 et surprise. C'est vrai que c'est lumineux. C'est fine parce que c'est que. Normal Lolipo, t'as un truc? Allez. C'est que des 24 combos donc c'est marrant. Donc là, normal Lolipo, ça finit sur ça? Ouais. Mais je veux jamais jouer contre toi. Je comprends. Après, le Norm Lolipo, malheureusement, tout seul, il peut pas jouer autour d'Endrap. Par contre, si j'ai le Norm Lolipo avec n'importe quel extender, ma première synchro c'est Herald et ensuite je commence à tuto. Ok. Du coup, je prends. Ah, t'essaies toujours de jouer autour de drôle un maximum quand tu peux, bien sûr. En fait, là, c'est un starter extender, tu fais sa première action et tu prends pas de rôle et tu commences à jouer. Quand t'as deux Yumi en main, par exemple, si t'as que Psy, tu vas pas déclarer son effet, Non. tu vas vraiment tout Rien faire à pour. foutre. Après, non, c'est très bien, C'est- bonne stratégie. T'invoques le Herald et t'es chill. Tu chill. Ok. Non, 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 J'ai il y a pas Prayer. perdu de game en first. Il y a Prayer à cause et de quand j'avais l'ennemi de surprise genre de tout 7. le deck et j'ai- Pour avoir déjà affronté ce deck-là, je sais que par exemple, Purulia, j'ai déjà tout pris avec Purulia et le gars m'a fait draw 0. C'est vrai, tu confirmes peut avec arriver. Purulia, on Ok, peut faire draw pardon. 0. Ça peut arriver, ouais. Miaos, par contre, je crois que vous êtes un peu susceptible à Miaos et Fuva. Fuva c'est très chiant. Miaos tu peux te démerder un peu je pense. Après tu vois ça dépend du deck en face. Si c'est Yumi pur, je extends sous le Fuva parce qu'en fait il a pas d'entrap qui fait peur et les cartes qu'il va piocher c'est des doublons. Donc en fait on s'en fout un peu de ce qu'il va piocher, il passera pas le board de toute façon. Et juste un côté qui est chiant parce qu'il va piocher ses menaces ennemies et tout. Ouais. Là du coup c'est pas jouable mais on se démerde comme on peut. Petite question, du coup, quand t'avais tout résolu, est-ce qu'on a réussi à te remonter une seule fois ou le Colossus c'était trop déjà? Non c'est comme sur le Light Dark. Los Angeles Dark, ok. En fait, et lui il est boosté de 700 d'attaque à cause de crochet. Du coup il a 3003, il est pas passable au combat. Il est protégé au combat de la battle de la Los Angeles et en plus surtout il y a le Herald à gérer d'abord. Voilà. Et pas si tu veux combat non plus. Ouais, donc ok, c'est bon, j'ai compris. Et si tu gères le Herald, je le prends parce que c'est crochet qui est pointe. C'est une défaite aujourd'hui, c'est ça? Deux défaites. Deux défaites contre quoi? Contre Dragotel et Canny Crystal. Excellent. On passe au side. Allez, je t'en prie. Allez, la discard engine pour les ratios. Un deuxième équilibriste? Pour un peu augmenter le Go first? Go first, voilà. Très clair. Et ensuite, 3 Puria, 3 Miaos. Voilà, on joue les 9 post-side, j'ai toujours les 9 quasiment. 3 Ghostbell pour le match-up Dracotel en deuxième. Parce que j'ai pas trop peur du reste. Et ça marche connu limite aussi. Ah, pardon, on va faire c'est ça aussi. 3 lancers pour. Malice, on respecte quand C'est même. malicieux, hein, c'est malicieux. Et les Luna Light aussi, avec Luna une Light, heavy, c'est une ça. heavy poly, ça peut vite déraper. C'est Hein. ça. Du coup, on fait deuxième contre Luna Light. Il y a le lance à 40. Et enfin, Luna Light, Herald Diabis. Pour Là, tuto. j'ai pas tapé de Luna Light, mais au cas où il y a Luna Light, elle est là pour ça. Moi j'ai une petite question, tu joues à 60 main deck, on a que 15 cartes dans le side. Ouais. Est-ce que game 2 il t'est arrivé de ne jamais toucher ton side, mais de par le punch de ton deck, Ouais, en le ayant truc, 6 je te cartes l'avais d'engine gueulé, en ça main, fait le rôle. t'es capable de remonter potentiellement Souvent, quasiment des bords, ça t'est arrivé souvent? Ok. Pas souvent, mais tu vois, une game sur deux, une game sur trois, peut-être. 6 cartes d'engine, tu sais que Ouais, six cartes de net, ça peut s'il n'y a pas une remonter. floodgate bizarre, tu peux t'en S'il n'y sortir. a pas de roll, genre ou quoi, tu peux remonter les boards. Il n'y a pas tous les mains qui remontent les boards, mais le deck est quand même un peu construit pour essayer de remonter un peu les boards. En fait, tout ce qui est spé inhérent qui arrive sur Yumi, en fait, invoquer de Sako Yumi, ça fait que tu veux déjà contester le board en fait. T'as l'Olivo qui book 2 et ensuite il va tagar dans tes. Ouais, t'as déjà Tu ta vas version. bien contester en fait. C'est ça la force de Yumi, c'est que c'est pas un deck excellent en deuxième, mais si t'as de quoi. T'engouffrer dans une petite faille, ouais, je vois tellement. T'as quoi faire une petite synchro avant que le mec il t'empêche de jouer et tout, tu peux commencer à jouer. Là où genre Kennen il fait je cool spé, bah boucle les deux. Boucle les deux et ciao, voilà. C'est fini tu vois. Donc ouais c'est super cool et surtout pour monter des boards c'est hyper important d'avoir l'incredible qui peut tribute un TF zone pour recruter extend sur tes monstres donc ça c'est pas il est trop fort. Merci beaucoup Voilà. Edouard pour ton temps, encore bravo pour ton résultat, bravo pour ta recette, Merci inspirée de Trip j'imagine. beaucoup. Un peu ouais. Un peu. Les nouvelles sortes. C'est les nouvelles. Un grand merci à la NSE de nous avoir accordé cette profile et dédicace à Trading Card, le sponsor qui nous accompagne dans chaque événement bien sûr. Big up au frérot Alain Lee. Des dédicaces Bah, JB et Leroy qui sont venus, Maxence aussi. Dédicace à Ulysse qui m'a énormément aidé à faire le deck, à Khalid aussi. Et tous les potes de Paname, à toi aussi. Merci pour tout ce que tu fais pour la commune, c'est incroyable. Merci beaucoup frérot, tu te régales. Merci à tout le monde, merci à tout le monde. Moi j'ai une question, c'est est-ce qu'on te verra à Dortmund et si oui, est-ce que il y aura une belle recette, il y aura une recette surprise encore? Bah, je serai à Dortmund, c'est sûr, j'ai déjà acheté mes billets de train. Nice. Après, à voir la banne. À voir la banne. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait pour Monsieur Edouard. Bon, vraie question maintenant, parce que il faut que...
Ça, je vais le planquer parce que je pense pas que ça soit très utile qu'il soit là. Tac. Je t'ai investi, j'ai rien lancé du coup. Bon, je mute. C'est passé une bonne soirée, Vincent. J'ai juste un à gérer comme il en envoie une au Graves. Tac, 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 tac. Lunéville. Tac, tac, tac. Tac. Et pouf. Et là, normalement, c'est magique. Voilà. Nancy, je l'avais fait. Nancy, je l'avais fait, c'est bon. Est-ce qu'il y a eu de nouvelles profiles pour Nancy? Je peux regarder. Hum. Bon, pour le coup, il y a R. Pour le coup, il y a R sur Nancy. Et est-ce que je refais un coup au niveau de Bologne? Parce que pour Bologne, il m'en manque, pas mal, mine de rien. Bologne, je le referai hors stream, je pense. Même si, avec le coup, j'ai... Attention. Ok. Est-ce que j'ai d'autres trucs à mettre à jour sur Athéna? Il me semble pas. Il me semble pas, il me semble pas. Hmm. Ok, bon. Athéna, c'est good. Athéna, c'est tout good. Hop là. Alors, petite question. Oh, attendez, attendez, attendez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Attendez, il y a une vidéo du barcode qui parle de Pierrot. Moi, je veux aller voir ça. dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon moment devant. Alors on va revenir dans cette vidéo sur l'un des événements compétitifs les plus importants de cette fin d'année, puisque lors du week-end dernier il y avait le YCS Bologne, durant lequel j'étais commentateur officiel pour Konami. Et si jamais vous n'avez pas pu suivre cet événement, ne vous inquiétez pas, puisque je vais être là pour tout vous résumer et vous décortiquer afin que vous n'ayez plus qu'à digérer l'information. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que vous pouvez rejoindre mon Discord communautaire si vous souhaitez progresser sur le jeu et avoir une communauté de joueurs actifs qui sera présente pour vous aider, mais également pour réaliser des duels contre vous. N'hésitez pas, il y a le lien du Discord qui est en description. Et puis en parallèle de ça, évidemment, il y a la Barcode League qui est un formidable outil pour vous permettre de vous entraîner pour les événements IRL. Et cette Barcode League, eh bien, Premier degré, ce que Barcode fait avec le remote, c'est vraiment bien. Si vous êtes en train de commencer le jeu et que vous voulez progresser sans avoir à vous déplacer absolument partout, n'hésitez pas à rejoindre ce qu'il fait. Il fait vraiment des très 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 bons trucs, Barcode, pour la commu, et c'est giga important de soutenir ce genre de projet. Overall, de toute façon, les gens qui bougent réellement leur cul pour la commu, il faut les soutenir. Genre, il y en a qui se contentent du minimum. Barcode fait pas partie de ces gens-là. Et n'hésitez pas à lâcher un follow. N'hésitez pas à lâcher un abonnement sur sa chaîne YouTube ou putain, ou sur sa chaîne Twitch si vous pouvez. Mais n'hésitez pas à aider les créateurs de contenu de X façon. Il y a plein de façons gratuites de les soutenir, donc n'hésitez pas à le faire.
Elle a repris avec, je vous le rappelle, une ligue avec elo dynamique totalement automatisée qui a été remise au goût du jour par Kayla. Donc n'hésitez pas, rejoignez le Discord et passez faire des duels. Ceci étant dit, on va pouvoir donc se lancer dans l'analyse du YCS Bologne de ce week-end. Alors si vous n'avez pas suivi, il y a quand même une information qui est essentielle dans ce YCS, et bien c'est que Cocorico, la France, a remporté le YCS Bologne puisque Pierre Burgals est le 7e français à remporter un YCS. C'est absolument extraordinaire parce que Pierre c'est quelqu'un que j'ai l'habitude de côtoyer, on a été quasiment à tous les WCQ ensemble l'année passée et c'est vraiment un chic type, travailleur et extrêmement compétent à la table de duel. Donc évidemment ça me fait extrêmement plaisir de le voir au sommet de ce YCS. Et puis deuxième chose qui me fait plaisir, c'est que c'est pas la première fois qu'on gagne ce YCS puisque l'an dernier c'était déjà Mathieu Bricard qui l'avait remporté avec son deck Finling Musketeer. Donc on conserve le titre à la maison et ça fait extrêmement plaisir. Faut savoir que Pierre c'est pas le seul français à avoir performé lors de ce YCS puisqu'il y a également Gabriel Huart qui a fait un excellent résultat en échouant simplement à partir du top 4. Écoutez, je signale la vidéo s'il a pas parlé de l'équipe avant la fin. Les deux Français sont tombés l'un contre Je le l'autre colle. et c'est Pierre qui est ressorti vainqueur de C'est ce des duel champions, là. fratricide. Pierre, pour cet event, il a choisi le deck Vanquish Soul K9 qui était un deck qui certes est relativement puissant, surtout en Going First, mais qui n'était pas forcément Il faut savoir que- plébiscité pour cet événement. Si on regarde sa liste, c'est une liste qui est Mais bref, je vais pas vous mentir. Par contre, j'étais dans mes DM il y a genre 4 heures. Il y a genre 4 heures, on était en train de se prévoir un resto, lui et moi. Il m'a dit, ouais, je vais parler de... Je l'ai à l'œil. relativement classique, mais vous allez le voir, il y a quelques petites différences avec ce qu'on a l'habitude de voir. Évidemment, on a le Mono Reason depuis que c'est fait limité, avec les 3 Siu, les 3 Madlove, les 3 Jaolong. On choisit de partir sur un Burger parce que ça reste une brique si jamais on ne touche pas son engine Vanquish, et pareil, un seul Valius. On a bien évidemment le Secure Soul qui est un accès supplémentaire à Reason, ainsi que Rota qui est notre 3e Reason. À côté de ça, on a un terrain et la trappe qui est jouée en main deck. Certains ont choisi de side cette trappe là parce que c'est une carte qui est extrêmement mauvaise en go second, mais du côté de Pierre, on a choisi de renforcer son go first. Et là où on voit quelque chose qui change un petit peu de l'habitude, c'est au niveau des K9, puisque si on a les classiques triple Izuna, triple Jokul, triple Noroi et le mono lanterne, eh bien on a choisi de jouer à 2 Lupis lors de cet événement et c'est extrêmement intéressant. L'intérêt de Lupis, c'est tout simplement de l'avoir en main de départ afin d'avoir l'opportunité, le cas échéant, de l'activer et notamment contre un match-up qui est très spécifique puisqu'il s'agit du match-up Yumi Mitsurugi. Le but dans ce match-up là, eh bien c'est d'essayer d'avoir un meilleur match-up going second. Si on perd le dice en game 1, notre adversaire va réaliser sa loupe et on va avoir l'opportunité de déclarer le Lupis depuis la main et ensuite de pouvoir partir sur un Typhoon. Et le Typhoon, ce qui est intéressant, c'est que si le joueur Yumimitsu ne joue pas en main deck la trappe Mitsurugi, eh bien ça devient très compliqué pour lui d'out ce Typhoon et on a l'opportunité de partir sur le tour suivant sur un Typhoon qui va taper directement sur un des monstres de l'adversaire et derrière partir sur un Zeus qui va raser l'intégralité du board. Je trouve que c'est une réflexion de la part de Pierre qui est relativement intéressante, bien que pas à 100% vrai, puisque même sans la trappe, il est possible d'out ce Typhoon avant donc du coup que le Zeus puisse raser l'intégralité du field. Mais ça reste quand même quelque chose qui est relativement intéressant, d'autant plus qu'en side, on a également une 3e copie de Lupis pour pouvoir rentrer dans ce match-up spécifiquement. Le reste de la decklist, il est également relativement intéressant, puisque on le voit, on a choisi de partir sur 3 cases du côté de l'engine K9, puisque même si c'est faible à roll, eh bien ça reste quand même un excellent starter. Et puis la magie rapide Force Release qui est jouée en main deck, donc on a fait le choix de partir à la fois sur cette magie rapide, mais également sur la carte piège de Vanquish Soul. Et puis au niveau des non-engines, c'est également relativement intéressant, bien que plutôt standard. Du côté de Pierre, on a choisi de partir sur 3 Fuvalos et 3 H. Les 3 Fuvalos qui sont extrêmement forts du coup dans Vanquish, puisque ça va permettre d'avoir accès à un maximum d'engine et on veut piocher pour avoir nos Izuna, nos Enfin, il y a 3 Olysses Izuna également, et et donc 3 pouvoir disrupter Olysses l'adversaire qui sur son sont tour. là. Et puis les 3 H qui sont d'une part des monstres feu et puis surtout qui vont permettre de negate les charmies quand on go first. Évidemment, vu qu'on joue un deck qui veut high roll l'adversaire, le petit talent et le call by pour fermer la marche, ça rentre parfaitement dans la stratégie. Au niveau de l'extra deck, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est qu'on a décidé de faire l'impasse sur le Tiras, qu'on joue 2 Reapers, même si certains avaient décidé donc d'en cut une Reaper. Et puis au niveau du side deck, c'est également relativement intéressant. Alors comme je vous l'ai dit, on a un Lupis supplémentaire qui est présent dans des match-ups spécifiques. On a ce fameux shifter qui a été parfois joué en main deck par certains joueurs. Les 9 Charmies supplémentaires, les 3 Meowls et les 3 Purulia qui permettent encore une fois d'aller piocher, d'aller chercher nos ressources puisqu'on veut absolument avoir accès à Olysses, à Izuna pour pouvoir interrompre notre adversaire et surtout commencer d'ores et déjà à mettre en place notre stratégie sur son tour en ayant des bodies qui sont présents sur le terrain au début de notre propre tour. Derrière, on a les 3 drolls qui sont présents pour les variantes Mitsu mais également utiles dans le mirror match Vanquish K9. Et enfin, l'une des cartes les plus importantes pour moi de ce side deck, Inscription Gravekeeper, qui était une carte absolument extraordinaire dans la méta. Cette carte, elle est vraiment intéressante puisqu'elle a la possibilité de disrupt plusieurs decks et la plupart des decks qui sont au top de la méta, puisque Dracotail se la prend de plein fouet, on a également Yumimitsu qui va se la prendre de plein fouet, les variantes Yumi pure se la prennent également si jamais on décide de ne pas autoriser le fait de réinvoquer depuis le cimetière, et puis c'est également utile contre Malice qui est de retour depuis quelques semaines, puisque si le joueur Malice n'a pas la possibilité de bannir depuis le cimetière, ça devient relativement complexe pour lui de mener à bien sa stratégie tant en go first qu'en go second. Une liste très intéressante de Pierre du coup qui lui a permis de remporter ce YCS Bologne. Si vous voulez avoir de plus en plus d'explications sur ses choix, n'hésitez pas à passer voir sa deck profile puisque je crois qu'elle est sortie sur la chaîne de la RS. Au niveau du format en lui-même, il y a également pas mal d'enseignements qu'on peut tirer de ce YCS Bologne puisque on se posait beaucoup de questions quand même. Il n'y a pas eu de sortie impactante avant ce YCS. Entre le YCS Lille fin septembre et puis ce YCS Bologne qui a eu lieu mi-novembre, il y a énormément de choses qui ont changé bien que les decks restent plus ou moins les mêmes. Entre le YCS Lille et le YCS Bologne, on s'est rendu compte que Dracotail c'était le deck qui était probablement le
plus joué et potentiellement le meilleur deck de la méta. On l'a vu bien évidemment au French Open, mais également lors des regionals suivants, notamment le regional du Kremlin Bicêtre où Dracotail était encore une fois le deck le plus représenté. Derrière, en deuxième deck le plus représenté, on se retrouvait très régulièrement, voire toujours, hein, avec Yumi Mitsurugi, un deck qui est relativement puissant, qui est là pour high roll l'adversaire et qui a une base solide d'adeptes. De manière générale, les variantes Mitsurugi elles étaient très présentes, hein, et quand c'était pas avec Yumi, c'était avec d'autres decks, puisqu'on le sait, Mitsurugi ça se splash énormément et c'est excellent tant en version pure que avec les Yomi. Et en version pure, on a même un avantage, c'est d'avoir la possibilité de jouer Impulse, qui est l'une des meilleures cartes du format. Et là où il y a des choses qui ont changé depuis le YCSL, c'est que on s'est retrouvé avec une augmentation progressive de joueurs Malice qui était même le deck qui performait le plus les quelques semaines qui entouraient le French Open, avec un taux de conversion qui était relativement bon, ce qui a même poussé certains joueurs à rentrer des Lancea et des Chaos Hunter. Et donc du coup on se retrouvait un petit peu avec cette trinité de decks, mais on le sait, quand il y a un format comme ça qui se met en place, et bien évidemment il y a des réponses qui sont apportées par les différents joueurs. Et récemment, comme je vous l'ai dit, on s'est retrouvé avec des recrudescences de Lancea, de Chaos Hunter pour contrer le retour de Malice, et puis pour contrer Dracotail, on s'est également retrouvé avec la présence de cartes comme des Shifters de Malice, mais également de Vanquish Soul, des Dimension Fissure qui sont excellentes contre le match-up, et puis on s'est également retrouvé avec des Retaliating C un peu partout dans les sides. La question avant YCS Bologne, du coup, c'était de savoir si on allait avoir un deck qui allait vraiment prendre le pas sur les autres, et puis surtout si on allait se retrouver avec une représentation qui était plus ou moins la même que les précédents events, parce que du coup, jouer Dracotail dans cet event là, certes c'est potentiellement le meilleur deck ou bien celui qui vous permet d'avoir le plus de contrôle sur les games, mais si vous vous retrouvez à devoir affronter pendant 15 rondes des Shifters, des Reta, des fissures dimensionnelles, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué et vous avez une run qui va être beaucoup plus complexe. Et quand on regarde la représentation des decks lors du début de l'event, sur les 2400 et quelques joueurs qui ont participé au YCS Bologne, eh bien on a un début de réponse, puisque Dracotail a toujours été le deck le plus plébiscité avec 20%, c'est-à-dire un cinquième de la salle qui jouait ce deck. C'est pas forcément surprenant, mais ça veut dire que les joueurs n'avaient pas tant que ça peur des réponses qui étaient apportées au deck. Derrière on se retrouve toujours avec Yumitsu, les Malices qui sont également à 7%, donc le fait qu'il y ait des Lancers et des Chaos Hunter n'a pas forcément fait plus peur que ça aux joueurs. Et puis derrière, et c'est là que ça devient assez intéressant, on se retrouve avec le retour de Vanquish Soul K9, mais également de Yomi Pure qui sont respectivement à 6% et 5%. Et c'est là que c'est vraiment très intéressant, puisque la réponse qui a été choisie par certains des joueurs, ça a été de prendre tout le monde à contre-pied. On a vu certains joueurs notamment comme Yoho et également Joshua Schmidt qui ont décidé de partir avec Vanquish Soul K9, et puis bien sûr vous le savez, Pierrot il a gagné avec ce deck la finale du YCS Bologne. Ce qui est très intéressant dans Vanquish Soul K9, c'est que en fait ça prend pas énormément les réponses qui sont apportées aux autres decks. Évidemment tout ce qui est interdiction de bannissement, le deck il s'en fiche un petit peu, et puis à côté de ça on a la possibilité de faire des boards qui sont très forts sans avoir besoin de craindre le shifter qui est lui-même joué par Vanquish Soul et qui permet donc d'avoir un match-up contre Dracotail qui est plus que correct, et puis pareil pour tout ce qui est diffissure, etc. Certes on se retrouve avec des Vanquish qui sont un petit peu affaiblis, puisque on le rappelle, Razon ainsi que Staker Soul ont été limités lors de la précédente banlist, mais malgré ça en fait le deck ça reste maintenant un K9 Vanquish plus qu'un Vanquish K9. On a toujours la partie K9 qui est extrêmement forte, et puis à côté de ça certes les Vanquish ont été amoindris, mais on a la possibilité d'avoir un accès à ces Vanquish grâce au Saryuja qui est une pièce désormais essentielle du deck. Et ça permet également de revenir sur la recrudescence de K9 qu'on a vu lors de cet event. Alors ça c'est pas forcément une tendance qui est nouvelle, puisque les K9 ils sont excellents bien évidemment contre Dracotail qui est le deck qui est le plus présent dans la salle, mais ils sont également très bons contre les variantes Mitsurugi, puisque évidemment on va tout activer depuis la main le cimetière, et derrière on a la possibilité par exemple de partir sur un Typhoon comme le préconisait Pierrot, mais on a également d'autres cartes qui permettent de se débarrasser du Murakumo comme le Nash Knight qui va permettre de le gober, et si on n'a plus accès à notre Murakumo, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué de remporter la victoire quand on joue Mitsurugi. Et ces K9 on les a vus dans le deck qui a remporté l'event, le Vanquish Soul K9, mais également dans d'autres decks comme les variantes Mitsurugi. On a vu du Mitsurugi K9 en stream, et ça montre à quel point les joueurs valorisent cette engine dans la méta actuelle. Faut savoir qu'au niveau des taux de conversion de ces différents decks, eh bien ça s'est plus ou moins stabilisé entre le Day 1 et le Day 2, puisqu'on se retrouve avec 20% de Dracotail toujours, Mitsuyumi 17%, derrière du Malice Bestial et du Vanquish Soul K9 qui ont un petit peu augmenté leur représentation, avec respectivement 10% pour Malice et 9% pour Vanquish K9, mais globalement ce sont les mêmes decks du top 4 qui se sont tout simplement maintenus au même niveau et qui ont réussi à performer très bien au cours des 9 premières rondes. Et cette tendance s'est confirmée également jusqu'au top 8, puisque dans le top 8 on se retrouve avec 2 Malice, 2 Vanquish Soul K9, un pur Yomi, un pur Mitsurugi, un Dracotail et enfin un Yomi Mitsurugi, donc c'est plus ou moins les mêmes decks que l'on retrouve et qui forment un petit peu ce quatuor de tête. Maintenant évidemment la question qu'on peut se poser c'est quid du futur, puisque certes on a eu des réponses au niveau du YCS Bologne, on a vu quels étaient les decks les plus représentés, on a vu quelles étaient les réponses potentielles apportées à la surreprésentation de certains de ces decks, mais que va-t-il se passer pour la suite? On le sait, il y a une nouvelle extension qui va sortir très bientôt et qui va donc apporter de nouvelles stratégies, et notamment les cool tunes qui vont débarquer dans le TCG, mais cependant je pense pas que ce soit suffisant pour vraiment shake la méta et renverser un petit peu l'ordre établi, donc ça va plutôt dépendre de la capacité des joueurs à trouver des solutions face aux problèmes déjà existants et à essayer d'être créatif et inventif pour essayer de réinventer cette méta. Mais globalement il semblerait que ces 4 decks soient présents sur du long terme, ou du moins jusqu'à soit une prochaine sortie qui soit réellement impactante, ou bien une prochaine banlist qui vraiment change les choses. On l'a vu, il y a certains joueurs par exemple qui se sont dit que vu qu'il y avait plus de K9, on allait pouvoir ressortir des Yomi purs, et ça s'est notamment vu parce que on se retrouve avec Alessandro qui arrive en finale avec son deck Yomi pur qui était une très bonne réponse et un très bon méta call dans cette méta. Mais en fait tout va tourner autour de cette prévision des joueurs, et celui qui va avoir la meilleure prévision pour l'event en cours, il devrait relativement bien s'en sortir, ou du moins mieux que ses pairs. Quel sera le prochain bon méta call? Est-ce que ce sera de jouer les K9? Est-ce que ce sera justement de sortir les K9 pour jouer autre chose? Est-ce que ce sera du Yumi pur ou bien couplé avec du Mitsurugi notamment? Est-ce que Dracotail restera au sommet? Ça c'est toutes les questions qu'on va se poser pour les prochains events. Il n'y a pas d'event majeur avant un certain temps, du moins pas en Europe, puisque le prochain en Europe ça sera le YCS Dortmund qui aura lieu
en février, mais ça va être très intéressant de regarder les events, notamment outre-Atlantique, pour savoir comment est-ce qu'on réagit à tous ces changements. Ceci étant dit, c'est là-dessus que se termine cette vidéo sur le YCS Bologne, mais également une petite discussion sur la méta. N'hésitez pas à me dire si jamais le sujet vous a plu, si vous voulez plus de vidéos de cet ordre-là, de cet acabit-là, pour simplement vous faire progresser, vous faire réfléchir sur la méta actuelle. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant justement des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine, les gars. Allez, pouce bleu. Pouce bleu barcode. J'hallucine, il lui a fait sa profile. Quel beau gosse. Quel beau gosse, c'est un truc de fou. Tabadabadab. Bon, Yacine qui fait deuxième au ICS Merico. C'était pas mal ça. On a failli aller avoir Verdinger qui a gagné son ICS. Genre les noms qu'il y a sur son ICS sont sexy de fou. Bon. J'aimerais bien aller voir. Tac. Il y a quelques vidéos de terreau sur Yogi que j'ai pas vues encore. Je pense qu'on va aller là-dessus. Les cartes bannies pour rien. On va commencer par ça. Cette carte est nulle. Alors pourquoi est-ce qu'elle a passé un an sur la banlist? Provision de secours te permet d'envoyer autant d'autres magies et pièges que tu comptes. Alors, je vais essayer de deviner les pourquoi ça arrive sur la banlist. Et de mémoire, provision de secours, c'est quand il y a eu le changement de la règle du time qu'elle a été jouée. Contrôle au cimetière et gagner 1000 points de vie pour chaque. Alors dit comme ça sert à rien. Les life points dans Yu-Gi-Oh! C'est pas si important. Et au pire, tu joues Parce que ça avait été le maître guérisseur qui te soigne pas sans mal t'obliger à te joué. débarrasser de tes propres cartes. Mais il y a un combo que Yu-Gi-Oh! Adore. Malheureusement pour toi, ce n'est pas terminé. Je joue le mirage du cauchemar. Dans l'épisode 187, lorsqu'il affronte Joey, le grand-père de Yugi révèle une carte magique. Au début du tour de ton adversaire, Ok, c'est plus vieux que ce que je pensais. pioche jusqu'à avoir 4 cartes dans la main. Incroyable, c'est comme si tu faisais 2 pots de cupidité d'un coup. Juste en contrepartie, au début de ton tour à toi, tu dois défausser autant de cartes que tu as pioché. Enfin, tu devrais si Mirage est toujours sur ton terrain. Eh oui, j'utilise mes provisions d'urgence. Puisque provision d'urgence est une magie rapide, t'as juste besoin de l'activer au début de ton tour avant que Mirage n'ait le temps de te forcer à défausser le reste de tes cartes. Ce combo, il sauve Jaden pas moins de 5 fois dans l'animé. Et en vrai, c'est pas mal non plus. Mirage du cauchemar est une des meilleures cartes des premières années du Yu-Gi-Oh! Au point où en avril 2005, elle est interdite. Sauf que, en même temps, provision de secours se fait limiter à 2 copies par deck. Pourquoi, en dehors de ce combo, la carte ne sert à rien? Et même quand Mirage était légal, on ne la jouait pas vraiment. On préférait Typhon d'espace mystique qui peut aussi se débarrasser des cartes de l'adversaire. C'est bien plus polyvalent. Mais non, Provision passe un an derrière les barreaux alors qu'elle a rien fait. C'était pas du tout elle le problème. Peut-être que quelqu'un chez Konami a trop regardé l'animé et s'est dit que les deux devaient partir. Et des cartes comme ça, retirées du jeu pour aucune raison ou à la place d'un autre, il y en a plein. Alors le pire, c'est laquelle? Moi c'est Théonique et aujourd'hui on parle des cartes qui n'auraient jamais dû être interdites mais dont on s'est quand même débarrassé. De quoi on les accuse et est-ce qu'elles ont fini par revenir? Le plus injuste des dragons. Voici le dragon canon XYZ. 2016, on réinvente le deck de Kaiba. Alors non pas son dragon blanc aux yeux bleus, sa deuxième stratégie, les machines. Contre Yugi, il combine sa tête de canon X, sa tête de dragon Y et son tank de métal Z pour former un gros monstre capable de détruire les cartes du pharaon. Alors en vrai, ça a jamais vraiment été viable en compétitif jusqu'à ce que Konami en fasse une nouvelle série. Maintenant, tu peux retirer du jeu attaque du noyau A, briseur du Draco B et croc de la Vuvre C pour invoquer le dragon briseur ABC. Pas besoin de polymérisation donc très simple à sortir, 3000 d'attaque. Durant le tour de chaque joueur, tu peux défausser une carte pour bannir une de celles de l'adversaire. Simple, polyvalent, rapidement ABC s'installe dans la méta de l'époque et remporte même plusieurs YCS. Le deck est cool, il fonctionne, les gens l'aiment bien, mais ça ne dure pas. En 2017, Yu-Gi-Oh! Change pour toujours. Code du dueliste amène les premiers liens, les monstres bleus de ton extra deck que tu invoques simplement en envoyant C'était 2017, c'était pas début 2018 Code les cartes requises de ton terrain au cimetière. La star, c'est le dragon par feu. Carte iconique de Playmaker, le héros de Vrains, et aussi une des créatures les plus horribles de toute l'histoire du jeu. Lien 4, 2500, durant le tour de chaque joueur, tu peux renvoyer dans la main de leur propriétaire autant de monstres du terrain ou du cimetière que de cartes colliées au dragon par feu. En fait, quand deux liens se pointent entre elles, on dit qu'elles sont colliées, comme ça. Alors déjà, rien que ça, c'est très fort, mais le pire, c'est son deuxième effet. Si une créature pointée par cette carte est envoyée au cimetière, peu importe comment, tu peux invoquer spécialement un monstre de ta main. Aucune restriction. Un monstre de ta main. Il l'a bien Pas une dit fois par comme à tour, l'époque. donc techniquement tu peux sortir des monstres à l'infini. Clairement Konami pensait que une lien 4 ça allait te demander trop de ressources, ça allait suffire à l'équilibrer. En plus ça va, les premières liens n'étaient vraiment pas fortes. Mais ils se sont trompés. Quelques mois après sa sortie on s'en servait déjà avec Bookie ou Spiral. T'invoques le dragon par feu, tu récupères tes monstres de ton cimetière et puis tu les ramènes grâce à son deuxième effet. L'idée c'est de faire un extra link, invoquer assez de monstres liens pour occuper la zone extra de l'adversaire. À l'époque les règles étaient différentes, ça empêchait l'adversaire d'invoquer entièrement depuis l'extra deck. Une victoire quasi automatique. Mais rapidement on découvre qu'on peut s'en servir pour finir le duel dès le premier tour. Par exemple tu peux coupler le dragon par feu au soldat canon. Autant de fois que tu le veux, tu peux sacrifier un monstre
offre pour infliger 500 points de dégâts à l'adversaire. Un combo qui est possible avec les dangers et les mondes ténébreux qui piochent plein de cartes pour Bon, j'imagine que vous avez tous vu la vidéo de Jesse Cotton qui fait le full combo à un gamin de 10 ans. Et qui lui fait 2 fois même. assembler tous les morceaux nécessaires, mais aussi avec les ABC. En fait, les 3 morceaux du briseur dragon ont tous des effets lorsqu'ils touchent le cimetière. Wivre réanime un monstre union, dragon en cherche un de ton deck, et surtout, noyau en reprend un de ton cimetière à ta main. Du coup, imagine t'as 2 noyaux. Tu peux sacrifier le premier avec le soldat canon, son effet s'active, il remonte le deuxième dans ta main, que dragon par feu peut invoquer puisqu'une créature a quitté le terrain. Tu peux donc sacrifier le deuxième, reprendre l'autre, l'amener, le sacrifier, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ton adversaire perde ses derniers points de vie. C'est vraiment fort, surtout quand t'as des cartes comme Hangar Union qui vont te chercher toutes les cartes dont t'as besoin. ABC FTK, comme on commence à l'appeler, se propage dans les tournois japonais. C'était vraiment pas une bonne époque pour jouer à Yu-Gi-Oh! Enfin, en septembre 2018, Konami arrive. Il a écouté les joueurs, et oui, aucun FTK n'a sa place dans le jeu. C'est pourquoi nous avons décidé de limiter attaque du noyau A. Voilà, parce qu'avec une seule copie dans le deck, c'est plus possible de faire le combo. Problème réglé. Ah, j'ai bien fait mon travail. Mais vous fumez, monsieur. Comment ça, il y a d'autres FTK avec le dragon par feu? Non, pardon, vous êtes banni. Vous êtes viré. Monsieur Kojima. La communauté est en rage. Évidemment que c'est dragon par feu le problème. À la limite, soldat canon aussi d'accord. Mais non, on préfère punir les joueurs ABC pour les crimes d'une autre carte. Enfin, après encore quelques mois d'agonie, le monstre de Playmaker est mis derrière les barreaux et le noyau retourne à toi copie. Si ça a pris autant de temps, c'est justement parce que c'était une carte iconique de l'animé. Genre imagine l'image que ça renverrait si on interdisait le magicien sombre. C'est pour ça que fin 2020, on le ramène en changeant son texte pour lui rajouter quelques restrictions qui bloquent tout FTK. Mais c'est pas la fin de l'injustice. Qui bloque pour tout ABC. FTK. Au même moment, les règles Pour de Yu-Gi-Oh l'instant. changent à nouveau. Plus besoin d'invoquer tes fusions, synchro et X dans la zone extra, tu peux les mettre n'importe où comme avant. Mais du coup, de peur, Konami limite Briseur Dragon ABC à une seule copie parce qu'il voulait pas qu'on en sorte plusieurs en un seul tour. Un autre coup injuste et très dur pour le deck. Même sans ça, il avait déjà du mal à revenir à la compétition, dépassé par les nouvelles cartes, mais là, ça a vraiment été le dernier clou dans le cercueil. Le troll à distance. Le 15 février 2021, l'OCG, le Yu-Gi-Oh! Au Japon, annonce qu'ils interdisent juste une seule carte, Pestilence. Obscure magie d'équipement qui baisse à 0 l'attaque d'un monstre guerrier, bête guerrier ou magicien et inflige 500 points de dégâts à son contrôleur à chaque tour. Allez, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Quel combo débile on a encore trouvé avec? Eh ben, aucun. La carte n'a rien fait, littéralement aucun top en tournoi, son bannissement il est symbolique. 2021 c'était le Covid, et interdire Pestilence c'était une petite blague, une prière pour que la pandémie disparaisse vite, et je crois que ça a marché. Les gars, bravo Konami, vous avez sauvé le monde. En même temps, le confinement c'était pas vraiment une bonne période pour Yu-Gi-Oh! Tous les tournois sont annulés, l'avenir du jeu est incertain. On décide alors de lancer le remote duel, chacun chez soi avec une webcam qui filme ton terrain. Ça pose tous les problèmes que t'imagines, notamment la triche, jusqu'à ce que certains joueurs trouvent une manière de briser le format. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si tu tentes de voler un monstre de l'adversaire avec changement de cœur? Il peut pas vraiment te le donner, à moins de te l'envoyer par la poste, mais c'est pas pratique. Plus tricky, si tu actives télescope ancien pour regarder les 5 cartes du deck de ton adversaire. En vrai, bah tu prendrais son deck pour l'examiner, mais en ligne, c'est pas possible. Au mieux, il doit te montrer ses cartes à la webcam, mais tout en fermant les yeux, parce que bah lui, il a pas le droit de les voir, sinon techniquement il triche et il se fait punir. Ou genre pire, tu retournes parasite et t'actives son effet pour le mélanger dans le deck de la personne d'en face. Comment est-ce qu'on fait là? Des cartes comme ça, t'en as une bonne dizaine, notamment Oracle de la Norn Skuld, assez populaire dans les decks stun de l'époque, qui à chaque tour réarrange les 3 cartes du deck adverse. La plus drôle, c'est Boîte de vitesse, une carte qui force les deux joueurs à faire une manche de pierre, feuille, ciseaux. Mais quand ta caméra est de mauvaise qualité, c'est un coup à t'embrouiller avec ton adversaire sur quel signe il a réellement fait. Aucune d'entre elles n'est assez forte pour justifier de les bannir, mais en remote, elles posent trop de problèmes, et du coup Konami décide de les interdire quand même, temporairement. Les cartes en elles-mêmes n'ont rien fait, et sans le Covid, elles seraient restées complètement oubliables. Mais du coup, c'est drôle de se dire qu'à cause de ça, elles font partie des cartes les plus faibles de Yu-Gi-Oh! À se retrouver sur la banlist. Le FTK impossible. En janvier 2013, les joueurs Yu-Gi-Oh! Sont terrifiés. Il y a dans le format une menace invisible. Au YCS de San Diego, Allen Pennington finit au top 32 avec ceci, Gishki FTK. Deck rituel centré autour de Mine August et Gishki. Lorsqu'elle touche au terrain, tu peux prendre jusqu'à 5 cartes dans n'importe quel cimetière et les mélanger dans le deck. Invocable grâce à l'Aqua Miroir, chacun cherchable par l'ombre et la vision Gishki, et bien sûr tout ça aucun une fois par tour. Allen a l'idée de remplir son deck de cartes de pioche, notamment destruction de cartes ou leur destruction de main qui font aussi piocher l'adversaire. Une fois que t'as vidé ton deck, tu invoques August, tu renvoies dans ton deck les cartes que t'as utilisées pour le sortir ainsi que tes destructions, tu repioches, tu réinvoques August et tu recommences. À chaque fois, tu forces ton adversaire à piocher quelques cartes jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien dans son deck et perde automatiquement sans avoir eu le temps de jouer. Si ça a l'air horrible, c'est parce que ça l'est. Gishki FTK est une des stratégies les plus difficiles à piloter de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! Pas de combos linéaires, des loops fragiles et pas intuitives qui dépendent toutes de ta main. C'est très facile de se tromper et donc de passer ton tour sans rien. Résultat, le jouer optimalement peut te prendre jusqu'à 40 minutes pour un seul duel où il y a que un mec qui joue, c'est un calvaire. Imagine regarder ton adversaire vider ton deck carte par carte pendant plus d'une demi-heure. Le pire c'est que à l'inverse de n'importe quel FTK Infernal. classique, tu ne peux pas vraiment abandonner. Le combo est tellement dur qu'il y a de bonnes chances que le mec en face fasse une erreur ou alors n'ait pas suffisamment de ressources pour aller au bout de ton deck. Si tu le laisses jouer, c'est probable qu'il se trompe et qu'il te laisse la victoire. Mais du coup, bah toi entre temps, tu fais rien. De peur, on commence à discuter, on trouve des stratégies pour l'anticiper, mais en septembre 2013, Konami frappe. Il limite Minogus à une seule copie par deck. Ça casse la loupe principale et ça signe la mort de la stratégie. Alors on comprend pourquoi, c'est un FTK, en plus l'un des moins fun et qui encourage le stall, mais en même temps, il était loin d'être vraiment un problème. Gishki est tellement complexe qu'à l'époque, le nombre de duellistes qui le maîtrisaient se comptait sur les doigts de la main, et à part Allen, quasiment personne n'avait accompli quoi que ce soit avec. En comparaison, on avait attendu que le FTK grenouille se hisse jusqu'au championnat du monde avant de l'arrêter, mais là, Konami joue ultra préventif. On avait tellement peur de Gishki qu'on l'a explosé avant de savoir ce qu'il valait vraiment. Et c'est pas la seule fois que ça arrive. Elma Dag Papillon est une des cartes qui a passé le plus de temps sur la banlist, plus de 20 ans. Magie d'équipement, lorsqu'elle est détruite, elle revient dans ta main. En 2005, on a peur de son combo avec Gearfried le Chevalier de Fer, qui détruit automatiquement les cartes qu'on lui équipe. Techniquement, tu peux donc équiper, détruire et récupérer Elma en boucle. Si à côté tu as une bibliothèque magique royale qui te fait piocher pour chaque 3 magies que tu actives, tu peux théoriquement piocher tout ton deck et au hasard gagner
gagner avec Exodia. C'est quand même beaucoup de si, c'est 3 cartes précises à rassembler et son adversaire peut s'en débarrasser de l'une d'entre elles, t'es foutu. On l'a donc très peu vu, mais Konami a quand même préféré l'interdire au cas où. Mais le pire, c'est Arc-Démon de Guilfer. Lorsqu'il est envoyé au cimetière, tu peux l'équiper à un autre monstre sur le terrain pour lui faire perdre 500 d'attaque. Du coup, tu pourrais techniquement l'équiper en boucle à Fée des Bois, qui envoie une carte d'équipement au cimetière pour infliger 500 points au life point adverse. Alors aucun des deux n'a été banni, mais Konami décide d'aller plus loin et de carrément changer les règles du jeu tout entier. Ils inventent le miss timing. Maintenant, les cartes qui disent lorsque X arrive, vous pouvez faire Y ne peuvent s'activer que immédiatement après que la condition soit remplie. Sinon, on dit qu'il manque leur fenêtre d'activation. Alors ça a l'air débile dit comme ça, et ça l'est, mais en gros, Fée des Bois envoie Guilfer au cimetière, puis inflige 500 points à l'adversaire. Du coup, il s'est passé quelque chose entre l'envoi au cimetière et le moment où Guilfer aurait pu activer son effet, et donc il manque son timing, et tu ne peux pas t'en servir. Alors la règle ne concerne que les lorsque vous pouvez, pas les si vous pouvez. Ça n'a aucun sens. C'est impossible à expliquer aux nouveaux joueurs qui ne comprennent pas pourquoi leur carte ne marche pas. Tout ça à cause d'un FTK imaginaire d'il y a plus de 20 ans. La carte trop compliquée. Vous avez sans doute oublié la faculté spéciale de mon monstre. Il se reconstitue en un clin d'œil. Après, Dans la... je vais pas vous mentir, heureusement que cette règle elle a été créée par la suite parce qu'on se retrouverait avec des trucs très très cons. Genre, juste imaginez Adam avec Falaise Naturia si ça faisait pas de miss timing. Voilà. Je vous laisse avec ça. L'arc du monde virtuel, Kaiba invoque une carte qui n'aurait peut-être jamais dû sortir. Si le Behemoth à 2 têtes est détruit et envoyé au cimetière, à la fin du tour, il retourne sur ton terrain, mais son attaque devient 1000. C'est fort, mais attention, tu ne peux le faire que une fois par duel. Une restriction très rare. Aujourd'hui, elle est à peine sur 53 cartes, et en 2005, bah c'était la seule. Sauf que c'est pas vraiment un une fois par duel. Dans la manière dont c'est écrit, la restriction ne s'applique que sur la copie de la carte. C'est une restriction douce, comme téléphone morphotronique qui dit une fois par tour, mais si tu l'envoies au cimetière et que tu le réinvoques, alors tu peux refaire son effet une deuxième fois. Ce que ça veut dire, c'est que si tu as un deuxième Behemoth dans ton deck, alors tu peux aussi faire son effet à lui, même si t'as déjà activé le premier. Mais imagine que tu trouves d'abord une manière de renvoyer Behemoth dans le deck comme avec Peau d'Avarice. Plus tard dans le duel, tu le réinvoques et tu l'envoies au cimetière. Est-ce que tu peux refaire son effet? Eh ben si c'est le même, non, mais si c'est une deuxième ou alors une troisième copie qui n'a pas encore été activée, oui. Sauf que ça, c'est impossible à savoir. Le pire, c'est que Behemoth n'est même pas une si bonne carte que ça. Il est un peu trop lent pour la compétition. Mais il pose tellement de soucis qu'en 2003, Konami décide de le limiter à une seule copie par deck. Au moins, comme ça, t'es sûr l'adversaire triche pas. Mais Konami n'abandonne pas. Année après année, il ressortent la carte, à chaque fois en modifiant son texte pour tenter de la faire fonctionner. Sauf que, il galère. Au total, Behemoth à 2 têtes a reçu 7 errata. 7 impressions, mon dieu. Au 4ème, on en a marre et on invente les restrictions dures. Maintenant, il dit, vous ne pouvez utiliser cet effet de Behemoth à 2 têtes qu'une fois par duel. On ne parle plus de la copie, mais du nom de la carte, et ça règle le souci. Behemoth sort de la manlist, et aujourd'hui, cette formulation dure, c'est devenu la norme. On la retrouve sur des milliers de monstres. Après, c'est loin d'être la seule carte dont on a changé le texte. Souvent, c'est pour équilibrer d'anciennes cartes interdites depuis longtemps, comme contrôle cérébral ou alors Macural Destructeur, mais parfois, c'est aussi parce qu'on sait juste pas les écrire. C'est le cas de Tête de Dragon Y et ses 6 errata, parce qu'au début, on n'était pas sûr de comment devaient fonctionner les monstres Union, ou Monde des Toons. Oui, une seule ligne qui te demande de payer 1000 points de vie pour l'activer, on a eu besoin de le réécrire 5 fois. Mais le champion, c'est Vallée Mortuaire. 8 errata. L'idée de la carte, c'est de bloquer le cimetière, mais dans les faits, on n'a jamais su trop comment mettre ça sur papier. Au début, elle annulait tous les effets qui concernent des cartes dans les cimetières, mais du coup, dit comme ça, bah ça annulerait aussi l'effet de genre Kagari qui se booste de 100 pour chaque magie dans ton cimetière. Du coup, on change pour dire annule les effets qui ciblent une carte dans le cimetière, mais donc ça veut dire que tu peux quand même réanimer des monstres avec des effets qui ne les ciblent pas, comme du Garès. Alors on rechange et maintenant c'est les cartes dans les cimetières ne sont pas affectées par les autres effets. Et non, toujours pas, parce que t'as des monstres comme Salamandre Roule-Boule qui peut revenir sur le terrain avec son propre effet. Il faut attendre le 6ème errata qui dit les cartes dans le cimetière ne peuvent pas être bannies, annuler les effets de cartes qui vont déplacer une carte dans le cimetière à un autre endroit. Là, enfin, c'est clair, on se réfère à une action précise, genre tu prends et tu bouges. Au passage, on lui donne aussi un autre effet qui annule les cartes qui changent de type ou d'attribut dans le cimetière. Une sorte de pique contre élément sabre, je sais pas trop pourquoi. Ce qui est drôle, c'est que Vallée Mortuaire est une des rares cartes à avoir été boostée par son errata, alors que généralement c'est l'inverse. Ce qui est intéressant avec ces exemples, c'est qu'ils nous rappellent que Yu-Gi-Oh est un jeu créé par des gens comme toi ou moi, qui prennent des décisions arbitraires et qui parfois font des erreurs. Par exemple, lors de la toute première banlist du format Genesis, ou alors plutôt Pointless puisque ça fonctionne avec des points, on se demandait pourquoi est-ce que Araime, la manifestation Mikanko, valait un imposant 33 points alors que elle est absolument nulle. En réalité, les concepteurs derrière voulaient mettre un prix sur Oime, la manifestation Mikanko, mais puisque les noms se ressemblent, ils se sont trompés et ils ont corrigé ça à la liste suivante. Parfois, par contre, c'est pas des erreurs, mais une stratégie. Récemment, par exemple, on a retiré à âme du vainqueur 2 Razen et 2 Misez votre âme. Un sérieux coup pour le deck. Alors certes, il était fort, mais est-ce qu'il méritait une telle punition? En vérité, c'était surtout pour faire de la place aux nouvelles stratégies plus récentes et pousser les gens à dépenser encore et encore. C'était déjà arrivé il y a 2 ans lorsque Konami avait limité âme désenchaînée de Charvara et monte Air des secours As, qui sont vitales pour le deck respectif, et ainsi forcé indirectement les gens à acheter les nouvelles sorties. Puis, un an plus tard, lorsque Désenchaîné et Secours As ont été bien power creep, on les libère, même si ça ne change plus rien. Aucune carte Yu-Gi-Oh n'est bannie pour rien. Il y a toujours une explication. Juste parfois, elle peut être douteuse ou tordue. Et sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Théromique, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner, ça fait très plaisir. Noël approche et du coup, je vous ai fait une promotion sur Millennium Battles. Maintenant, vous pouvez rentrer le code TERO20 et vous pouvez avoir 20. Bon vidéo. Bon vidéo. Bon, c'est quoi le truc Le de moment est Kaiba? venu d'en finir avec toi. Dragon blanc aux yeux bleus, attaque.
Kaiba devrait être le meilleur duelliste du monde. Au début de l'anime, c'est le favori pour le grand championnat de Pegasus, et son investissement dans le duel de monstres est sans limite. Donnez-moi votre prix, je peux payer n'importe quel montant. Il a les meilleures cartes, des arènes de 900 mètres carrés, et va même jusqu'à déchirer le 4ème dragon blanc aux yeux bleus pour s'assurer que personne ne puisse l'utiliser contre lui. Pourtant, il se fait battre. Oh, c'est impossible. Il n'y a pas que Exodia, on dirait que Yugi avec le vieux deck de son grand-père est presque au même niveau que lui. Du coup, la question se pose, et si en réalité, Kaiba jouait mal? Il a des bonnes cartes, mais ne sait pas les utiliser. Alors que si son deck était mieux construit, il pourrait facilement rouler sur tout le monde, même le pharaon. Moi c'est Théromique, et aujourd'hui on parle du deck de Kaiba, de ses stratégies remplies de potentiel, et de pourquoi elles ne fonctionnent pas. Mais d'abord, à ton avis, Kaiba, qu'est-ce qu'il boit? Du café? Non, pour acheter du blood, Holy. je passe sur la gamme moins. T'as des tonnes de saveurs. Je dois me fier à mes anciens instincts de dueliste. C'est ma seule chance de secourir Makuba. Après sa défaite contre Yugi dans le premier épisode, Kaiba embarque sur l'île de Pegasus lorsque ce dernier capture son petit frère. C'est l'occasion de voir à quoi ressemble son deck. Au-delà des 3 dragons blancs, il joue aussi des plus petits monstres comme Aquamador et ses 2000 de défense, Bœuf de combat à 1700 d'attaque et Lajin, le génie de la lampe avec ses 1800. À l'aube de Yu-Gi-Oh! Pour des monstres à 4 étoiles, c'est des très bonnes stats. Et du coup, sa stratégie est simple, c'est avoir des plus grosses cartes que l'adversaire et lui marcher dessus. Dans l'épisode 16, il tranche une par une les créatures de Joey et réduit ses points de vie à 0. La stratégie de Kaiba, c'est ce qu'on appelle le beatdown. Tu frappes en boucle avec le plus de monstres possible. Quand tu as un dragon blanc aux yeux bleus, c'est logique, rien ne le surpasse. Couple-le à des cartes comme Stop Défense pour passer les monstres adverses en position d'attaque et infliger un max de dégâts. Et en vrai, c'est une stratégie qui se tient. Au tout début de Yu-Gi-Oh! C'était même celle de tout le monde. Au tout début de Yu-Gi-Oh! On remplissait notre deck de gros monstres comme Gorille enragé, Marosaurvors ou leur Cyberdragon pour frapper très fort, très vite. De préférence des créatures à 4 étoiles ou moins, ou alors que tu peux invoquer facilement sans sacrifice. Au royaume des duellistes, les sacrifices n'existent pas encore, et du coup on comprend pourquoi est-ce que Kaiba joue 3 dragons blancs aux yeux bleus. Même si du coup, selon cette logique, il devrait juste jouer les monstres les plus puissants possibles, peu importe leur étoile. Genre pourquoi perdre ton temps avec Ryukishin quand tu pourrais avoir 3 crânes invoqués? Malheureusement, ça a ses limites. On le voit lors de son second duel contre Yugi. Le pharaon joue beaucoup plus sur les combinaisons de cartes. Il mélange Kuribo avec multiplication pour créer une barrière impénétrable. Les vrais decks beatdown auraient des magies ou pièges comme Trou Noir ou Raigeki pour se débarrasser de ce que les monstres ne peuvent pas détruire, mais pas Kaiba. Il ne peut rien faire et sa seule option c'est littéralement de menacer de sauter d'une falaise pour gagner. Si tu l'abandonnes pas, je pourrais être blessé. Est-ce que tu veux me blesser? Ouais, le meilleur dueliste de tous les temps, waouh! Surtout, il prend aussi beaucoup trop de risques. Pourquoi mélanger ces 3 dragons blancs en un seul monstre? Ok, 4500 c'est plus que 3000, mais du coup, si Yugi s'en débarrasse, Kaiba n'a plus rien. Alors que s'il avait joué plus tranquillement, sorti ses dragons un par un, ça lui aurait donné plus de temps pour percer les défenses de Yugi. Un bon deck beatdown ne veut pas que d'un seul gros monstre, mais plutôt d'une série de petits monstres solides que tu peux cracher sans risque. Sinon, tu meurs face à n'importe quelle force de miroir, que Yugi a dans son deck d'ailleurs. En gros, là où Kaiba gagne par son attaque, Yugi gagne par ses effets. Et plus Yu-Gi-Oh avance, plus c'est cette tendance qui va prendre le dessus. Voilà pourquoi est-ce que la meilleure stratégie de Kaiba, c'est pas le dragon blanc, mais On une n'a pas carte encore bien de- plus discrète. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gros deck bourrin. Et je serais ravi de t'en donner une dont tu te souviens. Genre Face au magicien Make Knight sombre du et tout pharaon, ça. Kaiba invoque Sagi, On avait eu Clou à des l'époque, Ténèbres. là, qu'il Seulement n'a 600 d'attaque plus quand du il tout. joue. Sauf que C'est un peu lorsque con. Yugi l'attaque, il révèle son piège, le virus broyeur de cartes. Dans l'anime, il sacrifie un de tes monstres à 1000 d'attaque ou moins pour détruire tous ceux de l'adversaire avec 1500 d'attaque ou plus. Et quand on dit tous, ça inclut la main, le terrain et même le deck. C'est dévastateur, tu supprimes toute la force offensive de la stratégie d'en face. Alors en vrai, Virus ne détruit pas tous les monstres de ton deck, mais seulement ceux que tu pioches pour les 3 prochains tours. Et même comme ça reste terriblement fort. Le pire, c'est que c'était une prize card donnée uniquement aux vainqueurs des championnats, très rare et donc très cher. Pas juste du tout, heureusement on a fini par la bannir puis changer son texte pour la rendre plus faible. De très loin, c'est la meilleure carte de Kaiba, mais elle n'a pas sa place dans son deck. À part Sagi, tous ces monstres ont plus de 1000 d'attaque. Du coup, en vrai, il ne pourrait donc presque jamais l'activer. Par exemple, dans l'épisode 93, il utilise rétrécissement pour pouvoir diviser l'attaque de son propre monstre et activer son virus. C'est trop galère, tu ferais mieux de jouer de base des petits monstres avec de bons effets comme Sangan pour activer virus le plus souvent et le plus rapidement possible. Le dernier problème du deck de Kaiba, c'est qu'il est prévisible. On le voit dans son duel contre Pegasus. Le créateur du jeu a exactement les cartes pour le contrer. Bon, il triche un peu avec l'œil du millénium, mais quand même, le deck de Kaiba meurt complètement face à la jarre de capture de dragon et il perd la partie. C'est aussi le cas des vrais decks beatdown, fort à première vue, mais assez simple à anticiper. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans Yu-Gi-Oh, on n'en voit plus beaucoup. Ainsi, à la fin du royaume des duellistes, Kaiba change de stratégie. Attention, cher dueliste. Que le tournoi de Batailleville commence! Frustré par sa défaite, Kaiba organise un gigantesque tournoi pour prouver une bonne fois pour toutes qui est le vrai roi des jeux. Pour l'occasion, maintenant, pour invoquer des monstres à 5 ou 6 étoiles, tu dois sacrifier une autre créature, et si elle a plus de 7 étoiles, tu dois en sacrifier 2. Quand on y pense, c'est bizarre que Kaiba mette ça en place, c'est quand même un assez gros désavantage pour son dragon blanc aux yeux bleus. Maintenant, il doit trouver de nouvelles manières de l'amener sur le terrain. On s'éloigne du beatdown au profit des sacrifices et des dragons. Contre les pilleurs de l'ombre, Kaiba invoque le seigneur des dés et active la flûte d'invocation des dragons pour en invoquer spécialement 2 de sa main. L'idée, c'est un peu de contourner les sacrifices. Contre Yugi, il active Ristourne qui réduit le niveau d'un monstre dans sa main de 2, tandis que contre Noah, il révèle le Kaiser Hippocampe qui compte pour 2 sacrifices au lieu d'un. Mais surtout, il utilise Bourse des âmes. Qui me permet de sacrifier tes 3 guerriers magnétiques! Dans l'anime, ça lui permet d'utiliser les créatures de l'adversaire comme sacrifice pour amener ses propres monstres. Bien plus puissante que la version qu'on a eue nous, qui ne te permet d'en sacrifier qu'un seul et qui en plus te prive de ta battle phase. Elle n'a pas été très jouée en tournoi, après peut-être que si on avait eu celle de Kaiba, ça aurait été différent. En vrai, on préfère son contrôleur d'ennemis. Magie rapide, tu peux sacrifier un de tes monstres pour voler un de ceux de l'adversaire jusqu'à la fin du tour. Très utile pour te débarrasser de créatures solides ou alors d'éviter certaines cartes, encore aujourd'hui, elle a sa place dans la méta. Kaiba, lui, s'en sert surtout pour invoquer son dieu égyptien. Vous avez devant vous la puissance absolue! Obélisque le tourmenteur a 4000 d'attaque et en sacrifiant 2 monstres, il peut détruire toutes les créatures adverses. Surtout, dans l'anime, il n'est affecté par aucune autre carte
cartes à part les autres dieux. Même une force de miroir n'en vient pas à bout. Bon, l'amener ça te demande beaucoup de cartes, mais au moins quand il est là, ta victoire est assurée. Sauf que en vrai, eh bah c'est pas le même. Le obélisque qu'on a eu ne peut juste pas être ciblé par des effets de cartes, mais à part ça, aucune protection. C'est assez facile de s'en débarrasser, il n'a donc quasiment jamais été viable en tournoi. Tous Et même s'il avait eu son effet de l'animé, il n'aurait pas été dieux imbattable non plus. sont Il est toujours nuls. sensible aux cartes comme les Kaiju qui le sacrifient, ou alors des cartes comme à force égale qui ciblent pas le monstre, mais son propriétaire. C'est ce que fait Yugi lorsqu'il active épée de la force de lumière, qui retire obélisque de la main de Kaiba avant qu'il n'ait le temps de l'invoquer. À présent, ton obélisque le tourmenteur est complètement inutilisable pendant 3 tours. Du coup, ça rend difficile d'estimer la puissance du deck de Kaiba, parce qu'il a plein de cartes très fortes, mais qu'on a équilibrées dans le vrai jeu. Tout ce qu'on peut faire, du coup, c'est juger leur cohérence, la manière dont elles fonctionnent ensemble. Perso, si j'avais un obélisque le tourmenteur, je ferais tourner toute ma stratégie autour des sacrifices pour l'invoquer le plus vite possible, avec un max de cartes de pioche comme pot de cupidité, charité gracieuse ou carte d'exécution, qui redonne jusqu'à 5 cartes d'un coup à Kaiba. Ce que je ferais pas, par contre, c'est de rajouter une stratégie qui n'a Oh, rien la à voir. demise de l'anime, elle est violente. Hein. Contre Yugi, Kaiba combine sa tête de canon X, sa tête de dragon Y et son tank de métal Z pour former le dragon canon XYZ. 2800, tu peux défausser une carte pour en détruire une de l'adversaire. Alors l'idée est cool, mais qu'est-ce qu'il fait là? Des machines, aucun rapport avec le sacrifice ou le dragon blanc. Mais pourquoi? Parce que encore là, ça va, Kaiba il a l'âme des cartes et donc il les pioche dans le bon ordre, mais en vrai, 90% du temps t'en as que une ou alors deux, et là, bah elles te servent à rien. Tu peux rien faire avec. Ce qui est frustrant, c'est que des bonnes cartes, Kaiba il en a plein, juste on les voit pas assez. Par exemple, lorsqu'il affronte Shizu, il active canon à virus, qui la force à se débarrasser de 10 cartes magiques de son deck. Jamais imprimé en vrai, et heureusement parce que ce serait beaucoup trop fort. Une manière de découch l'adversaire, ou alors au moins de le priver d'un quart de ses cartes. Sauf que après cet épisode, eh ben on ne le voit plus. Mais pourquoi? Pour Kaiba, joue-le, tu gagnerais tous tes duels. Même concept, à plusieurs reprises, Kaiba ouvre une mallette remplie de cartes. Je suppose que c'est les siennes, sinon il les a volées, c'est un autre problème. Mais dedans, on peut apercevoir changement de cœur. Très longtemps banni, elle vole un monstre adverse jusqu'à la fin du tour, gratuitement. Ça aurait parfaitement sa place dans son deck aux côtés de Bourse des âmes. Alors pourquoi est-ce qu'il ne l'a jamais joué? Pire, lorsqu'il affronte Noah, il active dernier tour. Et maintenant que le meilleur gagne, je choisis le dragon blanc aux yeux bleus. Choisis un de tes monstres et envoie au cimetière toutes les autres cartes sur le terrain et dans les mains de chaque joueur. Ton adversaire peut ensuite invoquer un monstre de son deck. Les deux s'affrontent et puis le joueur qui gagne ce combat remporte le duel. Alors en vrai, elle est interdite parce qu'elle pose trop de problèmes dans les règles. On a même un document de 14 pages juste pour expliquer comment la résoudre, mais dans l'anime, elle a c'est un tout à fait truc sa de place dans le fou. deck de Kaiba. Après tout, presque personne n'a de monstre plus Ils fort sont que aussi le cool que dragon nous, blanc aux les yeux bleus. dieux. Alors là, si, En fait, Noah, ils il a sont une créature à 300, iconiques, donc tu vois. pas de bol, mais c'est un des seuls. Contre 90% des adversaires, c'est une victoire gratuite. Alors pourquoi est-ce qu'il ne la joue plus jamais après ça? Ce qui est frustrant avec le deck de Kaiba, c'est pas son manque de cohérence, parce que bah il est cohérent. Genre sacrifice, gros monstre. Cohérent, c'est qu'il a des cartes incroyables qui devraient être le centre de sa stratégie qu'il relègue au second plan. Par exemple, au 115e épisode, il défausse son dragon du tonnerre, ce qui lui permet d'en chercher deux autres du même nom à sa main. Un combo très répandu IRL, mais pas pour les mêmes raisons. Kaiba, lui, active polymérisation pour sortir le dragon du tonnerre à deux têtes et ses 2000 d'attaque. Nous, on s'en servait surtout pour remplir notre main et avoir assez de cartes pour payer le coup de au hasard interruption Drageki. C'était aussi une manière de mettre rapidement des monstres lumière au cimetière, utile pour invoquer de gros monstres comme le sorcier du chaos. De même, au moment où l'anime sort, le meilleur monstre de Kaiba, c'est pas vraiment le dragon blanc aux yeux bleus, ça c'est plutôt le chevalier épée. Attaque directement les points de vie de cette minute. Le pire cauchemar de Joey. Il passe à 2000 d'attaque tant que tu n'as pas plus d'une carte dans ta main, et si c'est le seul monstre que tu contrôles, il annule les effets flip des créatures qu'il combat. Très solide, en format GOAT, c'est la clé de voûte du deck guerrier, avec beaucoup de pièges pour vider ta main et lui donner son boost. Le truc c'est que Kaiba, avec ses gros monstres, il a toujours au moins deux cartes en main, et donc le chevalier épée, bah il est sympa, mais il a rien à faire dans son deck. Au final, de tout Batailleville, la meilleure carte du deck de Kaiba, autant en termes de puissance que de cohérence, ça serait l'anneau de destruction. Piège, détruit un monstre sur le terrain et inflige son attaque en dégâts aux deux joueurs. C'est une des meilleures cartes des premières années de Yu-Gi-Oh! Rapidement limitée, puis bannie, puis limitée, puis rebannie. Elle avait sa place dans tous les decks, et particulièrement dans celui de Kaiba. Ça lui permet de faire le ménage avant de sceller le duel avec un de ses gros monstres. Tu commences à comprendre, plus que les dragons, la vraie force de Kaiba, c'est les pièges. Et après Batailleville, ça devient encore plus clair. Je savais qu'un jour je reprendrais mon jeu pour un duel de monstres, mais je ne pensais pas que ce serait si tôt. C'est un joueur stun, Après la fin Kaiba. de Batailleville, c'est un nouveau méchant, Darts, un descendant de l'Atlantide, qui menace de détruire le monde en libérant le grand Léviathan grâce au pouvoir du sceau d'Orichalque. Kaiba se retrouve face à l'un de ses lieutenants, Alistair. Il lui vole ses dragons, bloque tous ses combos et le pousse au bord du gouffre. Kaiba ne peut plus rien faire quand il pioche une carte mystérieuse, le Croc de Critias, l'un des 3 dragons légendaires. Tous peuvent se combiner à d'autres cartes pour former de gigantesques fusions. Là où Yugi mélange Timé au magicien sombre et Joey combine Hermocrate avec son dragon noir, Kaiba l'associe à ses pièges. C'est impossible. On ne peut pas fusionner une carte piège avec un monstre. C'est pourtant ce que je viens de faire, Alistair. Il utilise son virus broyeur de cartes pour invoquer Dragon du virus maudit. Même effet que la piège, il détruit tous les monstres avec 1500 d'attaque ou plus sur le terrain, dans la main et dans le deck de l'adversaire. Plus tard, lors de sa revanche contre Alistair, il fusionne Critias avec El Tyran pour former Dragon Explosion du Tyran. Puis contre Darts, il utilise la force de miroir de Yugi pour amener Dragon Force de miroir. Un peu plus puissant que l'original, si l'adversaire attaque, tu peux détruire toutes ses cartes, pas seulement ses monstres. Le truc c'est que ton adversaire, bah il le voit, il sait que t'as ça, et du coup bah il va pas attaquer, il va trouver une autre manière de s'en débarrasser. C'est donc une bonne force dissuasive, mais en réalité, tu ne te sers jamais de son effet. En vrai, même si les fusions de Critias ont l'air puissantes et pas trop dures à invoquer, on ne les a quasiment jamais vues en tournoi. Piocher le croc et la bonne piège en même temps, c'est improbable. Tu ne peux pas vraiment faire tourner ta stratégie autour d'eux. À part ça, la stratégie de Kaiba Ouais, est puis sensiblement la même. c'est Sans nul. Obélisque le tourmenteur qu'il a rendu à Yugi, il se concentre sur son dragon blanc aux yeux bleus qu'il invoque directement de son deck grâce au paladin du dragon blanc. Alors c'est un rituel qui te demande donc 2 autres cartes pour l'amener sur le terrain, ça vaut absolument pas le coup. Mais sinon, ben pas grand chose. En même temps, il a que 3 duels. Là où Batailleville c'était l'arc de Kaiba, il commence progressivement à passer au second plan. Et ça ne s'améliore pas. Arrêtez ce duel. En tant que président de la Kaiba Corp, je déclare ce duel invalide.
Une fois Darts vaincu, Kaiba dévoile son nouveau projet, Kaiba Land, un gigantesque parc d'attractions sur les duels de monstres. Pour l'occasion, il organise le tournoi ultime, auquel cependant il ne participe pas, enfin jusqu'à ce qu'un de ses rivaux, Siegfried, ne se mette à tout dérégler pour anéantir la Kaiba Corp. Il décide donc de s'en charger lui-même dans un dernier coup d'éclat. Siegfried bloque le terrain avec ses Valkyries. La victoire est à portée de sa main jusqu'à ce que Kaiba retire du jeu 2 monstres de son cimetière, un lumière et un ténèbre, pour amener peut-être la meilleure carte de tout Yu-Gi-Oh! Dragon Empereur du Chaos, émissaire de l'achèvement. Contre 1000 points de vie, envoie toutes les cartes sur le terrain et dans les mains de chaque joueur au cimetière. Puis inflige 300 de dégâts à ton adversaire pour chaque carte envoyée par cet effet. Un reset total, tu vides le terrain. Lorsqu'il sort en 2004, il retourne le jeu, présent dans tous les tournois, surtout aux côtés de Yata Garasu, qui empêche l'adversaire de piocher. Il n'a plus de cartes et plus de manière d'en avoir de nouvelles, il n'a plus qu'à abandonner. Juste horrible, au point où rapidement, l'émissaire de l'achèvement est interdit. C'est le monstre parfait pour Kaiba, un gros dragon avec un effet dévastateur et simple à sortir. Et surtout, il a une stratégie autour. Juste après, Kaiba paye 2000 points de vie pour activer la fusion dimensionnelle. Chacun d'entre nous va pouvoir faire revenir de son cimetière les monstres de son choix. D'un coup, il ramène tous ses monstres retirés du jeu. 5 dragons comme ça sur le terrain qui roulent sur les dernières défenses de Siegfried. Ce combo, on l'a aussi souvent vu en tournoi. Tu commences par utiliser les monstres de ton cimetière comme ressources et puis tu les ramènes. Ça te permet au passage d'abuser d'effets comme celui du magicien du chaos sombre qui, lorsqu'il arrive, reprend une magie de ton cimetière dans ta main. Du coup, tu récupères en boucle fusion dimensionnelle et tu écrases ton adversaire sous une marée infinie de monstres. Trop forte, fusion dimensionnelle accumule des centaines de tops jusqu'à ce qu'à son tour, elle soit bannie. Avec ces 2 cartes, le deck de Kaiba est théoriquement imbattable. Il ne ferait qu'une bouchée de Yugi. Malheureusement, c'est aussi son seul duel. Pas d'ultime confrontation entre les 2 rivaux. En guise de dernier duel, Kaiba affronte Bakura qui s'enfuit avant même que la partie soit terminée. Pour un personnage aussi iconique, c'est décevant. Enfin, le deck de Kaiba était cohérent et plein de potentiel, mais il n'a jamais eu le temps de briller. Ce qui est fou, c'est que Kaiba est donc bien plus fort qu'il n'y paraît. C'est juste l'animé qui est injuste avec lui. Le pire exemple est dans la Pyramide de Lumière, le premier film Yu-Gi-Oh! Qui se passe juste après la fin de Batailleville. Kaiba défie Yugi dans un jeu des ombres sans savoir qu'il est en réalité sous l'influence d'un ancien ennemi du pharaon. Là, cette carte maîtresse, c'est le dragon aux yeux bleus rayonnants. Tu l'invoques en sacrifiant un dragon blanc ultime aux yeux bleus. Voilà, en vrai c'est impossible, c'est une fusion, c'est beaucoup trop galère, mais allez, ok, c'est un film. Kaiba nous dit qu'il gagne 300 points pour chaque dragon dans son cimetière. Il en a 5, il est donc à 4500. Son dragon attaque et laisse Yugi à 200 life points, juste assez pour se reprendre et remporter le duel. Sauf que c'est une erreur. Si tu fais gaffe, dans son cimetière, en plus des 5 qu'on nous montre, il y avait aussi un paladin du dragon blanc. Avec pas 5 mais 6 dragons, le dragon scintillon aurait dû avoir 4800, assez pour one-shot Yugi. Selon les règles, le vrai roi des jeux, ça devrait donc être Kaiba. Heureusement, sa justice il la retrouve, mais dans le Yu-Gi-Oh! Moderne. Te voilà enfin, Yugi. Je t'attendais. En 2016 sort The Dark Side of Dimensions, le dernier film Yu-Gi-Oh! En date. Obsédé par le souvenir du pharaon, Kaiba va jusqu'à rassembler le puzzle du Millennium pour l'affronter une dernière fois. En 10 ans, son deck a bien changé. Entièrement centré sur les dragons, il sort différentes formes de dragons blancs comme le Chaos Max, Rituel 4000, Inciblable, Indestructible ou Néo Dragon Ultime aux yeux bleus, Fusion 4500 qui attaque plusieurs fois par battle phase. On ne va pas trop s'étaler dessus, on en a déjà parlé dans cette vidéo, mais on sent que la stratégie de Kaiba a été designée avec soin. Tellement que la même année, avec l'aide de quelques nouvelles cartes, Dragon Blanc aux yeux bleus a remporté les championnats du monde. Aujourd'hui encore, les cartes de Kaiba ont leur place dans la compétition. Les dragons blancs sont de retour grâce à un deck de structure très solide, et même les XYZ ont eu leur moment de gloire, notamment avec Breezer Dragon ABC. On peut donc enfin apprécier la puissance et le potentiel de chaque facette de sa stratégie. Malgré certaines contradictions, le deck de Kaiba est donc surtout à la fin un des decks les plus solides de tout l'animé Yu-Gi-Oh! J'aurais adoré qu'on puisse le voir briller plus longtemps, mais je suppose que ça sera pour une prochaine fois. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi, c'était Théorix, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres personnages de l'animé dont vous voulez que je parle de cette manière, ça me ferait très plaisir de continuer ce format. Nous on se retrouve très vite. En vrai les refs, est-ce que vous pensez qu'il y a un retour de l'animé Yu-Gi-Oh! Qui pourrait être fait avec les personnages de la première génération? Genre des histoires encore à raconter avec Yugi, Kaiba et les autres tintouins. Parce que pour le coup, on sait que Yugi et Jaden sont grosso modo dans la même timeline. Vu qu'on voit Yugi donner son Kureboile à Jaden. Est-ce que vous pensez qu'il y a des... On pourrait ravoir des vrais matchs avec ça? Enfin, un vrai nouvel animé. Perso, je pense que ce serait un peu compliqué, surtout en termes de règles. Mais je pense que ce serait pas improbable. Parce que pour le coup, tu regardes pas... Je pense que tu regardes pas Yugi, enfin l'animé Yugi pour ce que ça t'apporte compétitivement. Tu l'apportes parce que tu veux une histoire cool. Et dans 5-10, tout le monde est mort, donc c'est chaud. C'est pas faux. Après, Dark Side of Dimension, genre, tu pourrais avoir le match Kaiba Atem, tu vois. Parce que, alors, truc très marrant, dans Dark Side of Dimension, quand Kaiba remonte le temps pour aller taper Atem, genre, il se tape contre une version d'Atem qui techniquement ne le connaît pas. Genre, il arrive comme ça devant un pharaon. Bonjour, je suis un voyageur du futur, je vais t'enculer. Le pharaon, il est là. Wait a minute. Who are you? Genre, puis le pharaon de l'époque, tu vois, son deck, il est fait avec du caillou, quoi.
Il y a un peu d'incohérence. Mais bon, le film est tellement magnifique que qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. Parce que pour le coup, Dark Side of the Dimension, il est vraiment, vraiment, vraiment beau, quoi. Mais, mais ouais, il y a des... je sais pas s'il y a encore des trucs à raconter. Après, je suis pas le mec que ça toucherait parce que genre, je ne regarde absolument pas l'animé. Genre l'animé Yugi, j'ai regardé Five Days il y a longtemps, mais j'irai jamais. Il y a au moins 15 ans que j'ai maté Five Days. Five Days de mémoire, c'était vraiment pas mal. Enfin, jusqu'à la fin de l'arc des. Oh putain. Des mecs avec les esprits de la Terre immortelle. Et après, de mémoire, c'est vraiment très bof. Une saison qui était vraiment pas mal aussi, c'était la saison 3 de GX. J'avais vu quelques brides. Mais mais voilà. Bon, je pense que moi je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là, c'est pas mal déjà, non? C'est pas mal, c'est pas mal. Un petit stream nocturne. Je vais regarder s'il y a quelqu'un à raid. Mais bon, je pense que ça risque d'être négatif en termes de réponse. Oh. Je peux vous envoyer chez ce bon vieux Drouin. Je pense qu'on va faire ça. Je vais vous envoyer chez lui. Je vais vous envoyer chez lui. Tac. Bon bah écoutez les refs, c'était un plaisir d'être avec vous. On se retrouvera de toute façon cette semaine pour des streams à des heures un peu plus classiques, on va dire. Si ça vous a plu et que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow. Ça fait toujours plaisir de voir que vous soutenez le projet. Et on se retrouve du coup à partir de demain, je pense, pour travailler un petit peu plus sur la méta et travailler un petit peu ce qui nous attend sur les prochains WCQ qu'on devrait voir débarquer dans les prochaines semaines. Sur ça, je vous souhaite à tous une très très bonne nuit et je vous dis à plus. Allez, tchou.